Bonsoir tout le monde, bienvenue chez l'Appel. Bonsoir. On se retrouve encore tous les trois avec un invité prestigieux ce soir pour continuer d'évoquer la politique sous plusieurs formes en tout cas et de près ou de loin à ce qui touche à notre hobby, aux jeux de rôle et à nos pratiques. Et on est en compagnie de Ours, ce magnifique plantigrade qui est là avec nous pour parler un peu de ses pratiques et puis de sa vision du jeu, des conventions sociales et de ce qu'il faut faire et pas faire. Salut Ours! Hello! Neft, tu me laisses reprendre mon souffle? T'es Alors, avec nous? j'ai Tu t'es activé mon démute? micro, je Les vérifie gens actuellement t'entendent? qu'il fonctionne. Les gens Ça sont serait la censés première fois. m'entendre. C'est la première fois Confirmez-nous. du mois, ça c'est sûr. Du monde. Mais, On t'entend. parfait. On entend très bien Neft, formidable. Et donc voilà, écoutez, on va demander à notre invité de se présenter en quelques mots, avec ses mots à lui. Ours, qui es-tu pour les gens qui t'ignorent? qui ignorent ton existence? Qui es-tu? Encore. Je suis Ours, je suis Nicolas, je suis un rigolo des internets. Oui. C'est essentiellement comme ça que je me définis dans la mesure où je ne suis pas encore vraiment placé sur les questions éditoriales, visibilité à grande échelle dans le milieu du jeu de rôle ou quoi. Mais je raconte des âneries sur le jeu de rôle sur Twitter, au @shizumaru. Et donc, dans le paysage twitteresque francophone, j'ai tendance à shitpost, dire des bêtises, et de temps en temps lâcher un convivial petit pavé dans la mare avec des accointances gauchistes. Quel scandale! Très grave, c'est très grave. Les Écoute, termes ont été voilà, posés. les gens qui nous connaissent se demanderont effectivement ce que tu fais sur la chaîne après cette présentation. Mais effectivement, on peut dire, voilà, observateur facétieux du monde du jeu de rôle francophone et d'ailleurs aussi, parce que t'es quand même assez ouvert à ce qui se fait ailleurs. Voilà, effectivement, on vous invite à suivre le compte Twitter de Ours, donc Shizumaru, comme on vous l'avait mis, vous avez le hâte sur le tweet, et on vous le remettra sur la VOD de toute façon. Parce que voilà, entre les blagues, comme on disait, tu le disais assez modestement, mais effectivement, t'as aussi quelques combats que tu mènes avec ta belle plume acerbe, on va dire. Et on va pouvoir en évoquer quelques-uns ce soir. On va peut-être pas commencer par ça non plus. On va peut-être commencer par dire, toi, le jeu de rôle, et toi, ça date de quand? Ta première rencontre, ou alors le début de la vraie rencontre, comment ça s'est passé? Comment tu découvres ça? Alors, la première rencontre, c'est pas une rencontre où j'ai été participant, c'est quand j'étais à l'école primaire, mes grandes sœurs faisaient du jeu de rôle avec des potes de collège. La chance! Et du coup, je voyais le truc arriver, ça avait l'air formidable, mais moi, je faisais pas partie du truc, j'étais juste spectateur de ça de loin, et ça me fascinait un peu. Et comme de toute façon, j'ai grandi comme un petit nerd avec des consoles, avec des bouquins, tout ça, ça a été un truc qui a tourné en tâche de fond dans ma tête depuis avant, largement avant que je m'y mette vraiment. Quand je m'y suis mis vraiment, c'était à l'âge adulte, c'était après le lycée. J'ai eu l'occasion d'avoir un pote à moi, un pote de lycée justement, qui s'était mis à faire du jeu de rôle dans ses études, qui m'a un peu montré de quoi il s'agissait. On m'a dit, tiens, regarde, c'est le bouquin de Vampire la Mascarade, c'est cool. Et du coup, j'ai eu l'occasion de tomber très fort là-dedans. D'abord, du coup, en feuilletant ce bouquin Vampire la Mascarade que j'ai trouvé formidable. Quelques temps plus tard, un autre copain m'a mis entre les mains un bouquin de Changelin le Songe, qui a été vraiment le truc qui m'a fait chuter très très dur dans le jeu de rôle. Du coup, au départ, mon éducation rôliste, c'est le monde des ténèbres. Donc un monde qui nous ressemble, avec des aspects horrifiques et des aspects imagés de choses qui existent dans le monde réel. Et je pense que d'ailleurs, je me permets de le poser aussi parce que ça va avoir une importance dans mon rapport à la politique dans le jeu de rôle, puisque le monde des ténèbres a beaucoup de commentaires de ce côté-là. Et voilà, du coup, au fil des années, j'ai continué à pratiquer Monde des Ténèbres, autre chose. J'ai eu des moments où je lisais quasiment que du jeu de rôle indé. Aujourd'hui, je crois que je lis assez largement, hein, pour le coup. Je suis pas plus que ça cloîtré dans un style, micro-style particulier ou quoi. Je suis content de pratiquer ce qu'on me propose, je suis content de maîtriser ce que j'aime bien. Mais au départ, effectivement, voilà, ça vient du fait que je suis un petit nerd, sans grande surprise. Alors c'est assez drôle parce que mon parcours il est un petit peu similaire dans le sens où comme toi,
J'ai eu envie de pratiquer très longtemps, j'ai pas pu, faute de soit potes qui étaient dans le délire, soit de choses comme ça. J'en ai consommé beaucoup, que ce soit à travers mes lectures ou même de l'actuel play. Et j'en suis venu à jouer bien plus tard que ce que je voulais, mais au final je me rattrape beaucoup depuis. Donc ça c'est hyper intéressant, mais aussi voilà, on voit tout de suite ce qui se dégage de ton profil, c'est que là où tu as certains joueurs, certaines joueuses qui vont vraiment aimer attendre la proposition du MJ, vraiment, ne pas forcément s'investir dans les univers, etc. Toi, tout de suite, tu as eu envie de plonger dans ces univers, d'aller chercher dans le lore, les ramifications, les enjeux, les factions, etc. Voire même, très tôt, tu as dû avoir envie de mener, du coup, si c'est ce que je comprends bien. Tout à fait. Le truc, De raconter tes propres histoires, quoi. J'ai ce truc que beaucoup de MJ connaissent, beaucoup de Forever MJ connaissent, qui est le fait d'avoir une curiosité plus grande que une curiosité autour du loisir du jeu de rôle, plus grande que ce que ta pratique et ta cadence de pratique te permet de pratiquer. Et du coup, se retrouve régulièrement à bouquiner des jeux et à se dire « Hey, bien, ce jeu, il est chouette ce jeu. Ah, ça serait pas mal d'y jouer. Ouais, ça serait bien d'y jouer. » Il y a personne qui le fait jouer autour de toi. Du coup, Ouais. tu prends ça sur toi, c'est pas grave. Allez, c'est parti, c'est moi qui lance le truc. Et j'ai beaucoup connu ça. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas. J'ai des environnements qui prennent bien volontiers le relais, des gens autour de moi qui ont plein de jeux eux-mêmes à faire découvrir et tout ça. Donc, je suis plus aujourd'hui un Forever MJ. Mais oui, j'ai connu ça. Le fait de me plonger effectivement dans des détails, dans du lore, dans des univers qui ont une certaine cohérence. C'est une partie du hobby en vrai qui je pense fera l'objet d'un talk à part entière chez nous un jour. Je pense c'est le jeu de rôle et le bouquin de jeu de rôle en particulier, je pense, comme lecture. C'est-à-dire des fois tu prends un bouquin de jeu de rôle, évidemment ton cerveau est très malin et te trompe en te disant tu le lis parce que tu vas y jouer, mais tu sais consciemment, tu le sais que tu trouveras pas les 4 personnes pour y jouer. Mais juste t'as envie de savoir, il est beau, il y a des thèmes qui t'intéressent, il y a des choses que t'as toujours voulu voir, etc. Et tu le lis, et c'est un vœu pieux, tu vois, de te dire je jouerai à ça, mais en fait t'as trop envie. Et il y a une façon de construire les univers, etc. Et d'écrire l'univers propre au jeu de rôle qui est passionnante, quoi. Mais il y a pas très longtemps, on m'a donné une vérité que j'étais pas prêt à accepter, et encore aujourd'hui, je suis pas prêt, qui est le fait que acheter un jeu de rôle, lire un jeu de rôle et faire du jeu de rôle sont 3 activités qui n'ont rien à voir. T'avais posté un truc comme ça d'ailleurs. Ouais, je pense qu'il n'y a même pas de lien logique entre les 3. C'est-à-dire que c'est une construction a posteriori de cas très précis. C'est des alignements de planètes, mais tu peux vraiment faire autrement. Non, mais t'as raison, je pense que il y a vraiment matière à faire un talk entier, parce que comme tu peux avoir du théâtre qui a été pour le moment du théâtre qui était voué à être lu dans un fauteuil, tu peux aussi avoir le plaisir effectivement d'être dans ton en train de feuilleter ton bouquin de JDR, et tous les MJ en herbe ou confirmés se projettent déjà, arrivent à voir à quoi ressemblerait une partie, ont des scènes qui vont leur venir, soit visuellement, soit en termes de fil, voilà, même dramatiquement. Ensuite, littéralement, un de mes jeux de rôle favoris, de toute catégorie confondue, qui est d'ailleurs un jeu de rôle avec un propos politique très lourd, est un jeu de rôle que je n'ai jamais réussi à faire jouer. Et qui est Rétrofutur. C'est celui que tu nous évoquais en off la dernière fois, ouais. Et vas-y, je te laisse nous le présenter et le présenter aux viewers. Complètement fou. Donc effectivement, le disclaimer, c'est que j'ai jamais réussi à le faire jouer, c'est-à-dire qu'on s'est retrouvé avec des copains une fois, on a essayé de faire des personnages, on n'y est pas arrivé. C'est à ce point-là, c'est même pas que genre... Les règles sont une horrible cochonnerie, donc gros disclaimer de ce côté-là. Mais Rétrofutur, c'est une uchronie. Ça se passe dans les années 50, mais avec une timeline différente à partir de 1860. Où du coup, ça part un peu en mode haute technologie, un peu chelou, tout ça, un peu en mode Brésil, avec du coup une société qui est hyper cadrée, hyper prévue dans tous les sens, plein de changements du coup qui font que la vie des gens est complètement prévue de A à Z. Comme une horlogerie, ouais, d'accord. Ouais. Et de fait d'ailleurs, c'est même quelque chose qui marche pas très bien, il y a des bugs. Mais le truc, c'est que c'est un monde qui est super intéressant à l'écriture, parce que c'est un jeu qui te pose dans des années 50 alternatives, où il y a un monde qui est hyper oppressif, qui est hyper normatif,
où il y a des marges qui se sont développées mais qui sont pas saines non plus. Il y a du terrorisme qui s'est développé parce que tu peux plus vraiment faire valoir quoi que ce soit autrement que par la violence. Et c'est pas nécessairement quelque chose d'entièrement sain non plus. Une certaine forme d'hypocrisie, voilà. Il y a plein de trucs qui sont Un à truc un peu discuter autour orwellien, de quoi. ça. Ouais. Et c'est super intéressant. Il y a une quantité de commentaires dans ce jeu qui est formidable. Quand on te dit, dans le monde des Titanopoles, du coup, dans ces sortes d'énormes villes à l'échelle de continents entiers, ce qui compte avant tout, c'est le règlement. Et on est tous soumis au règlement. Et comme on est tous soumis au règlement, c'est comme ça qu'on sait que les choses sont équitables pour tout le monde. Sauf que le règlement est une énorme cochonnerie à peu près illisible, complètement mutuellement contradictoire. Et c'est clairement selon ton rang dans la société, selon à quel point tu es quelqu'un qui a des bonnes connexions, une bonne éducation, la bonne thune et tout ce genre de choses, que tu vas pouvoir faire jouer le règlement en ta faveur ou pas. Oh, wow. Et bon, ça, voilà, la critique sociale est pas subtile autour de ça, quoi. Non, mais après... C'est clairement mis en place comme ça. Après, la recherche de la subtilité tout le temps dans tout, c'est pas forcément non plus souhaitable. Enfin, tu vois, des fois, la caricature, qui est quelque chose de pas forcément subtil, qui peut l'être, mais qui n'est pas forcément, ça fait du bien, ça a d'une utilité. Et bah, comme on aime jouer à plein de genres de jeux de rôle, il y a des genres plus littéraux et des genres un peu plus, on va dire, ésotériques, où au contraire, les critiques se cachent très très loin. Et du coup, on peut aussi... se demander si elles ont vraiment, si le message passe vraiment, parce qu'il y a des jeux à message, enfin voilà. Donc moi je pense que c'est pas forcément dérangeant, quoi. Par contre, ce qui me dérange un peu, pour être honnête, c'est que on était censé faire un talk pour parler de politique et t'es en train d'essayer de nous embringuer dans un jeu, parce que là je le sens que t'essayes de nous faire jouer au jeu auquel t'as jamais joué en le hypant. J'ai découvert ton plan. Non. Non, mais du coup, ça peut aussi fonctionner comme un petit teaser. Un de mes rêves, un de mes vieux rêves d'écriture, ce serait d'arriver à réécrire Rétro Futur pour le rendre jouable. Du coup, on n'en est absolument pas là. Hein. Si un jour j'arrive à rendre Rétro Futur jouable, il y aura eu une charge de taf qui sera venue avant. Donc, je suis pas en train d'essayer de vous ramener sur du Rétro Futur parce que je vous aime beaucoup et que du coup, je vais essayer de vous infliger ça. Tu nous épargnes, c'est sympa, c'est sympa. Franchement, c'est cool. Non, mais c'était un très bon exemple pour rentrer dans le sujet, le dur, effectivement. Donc, bah oui, tout ce qui va être politique. Alors, qu'est-ce qu'on met derrière politique? Bah, c'est un peu comme ce qu'on avait évoqué avec Netérion la dernière fois. C'est pas uniquement des partis, des luttes partisanes, d'influence, de gouvernance, de local, de municipalité, de trucs comme ça. On entend par là vraiment les lois qui régissent la vie en société, les codes, les coutumes peut-être aussi, et les différences qu'il peut y avoir, comment ça se télescope. On parlait d'un côté de la table ou aussi dans la fiction. Ce soir, on va parler encore une fois un peu des deux. Oui. Et vas-y, embraye. Le but, c'est que le signifiant politique, dans la façon dont on veut l'aborder, nous, ce mois-ci, soit au plus large, en fait. Parce que ça va nous permettre d'aborder tout un tas de choses, de pas se fixer sur des choses qui sont... forcément, enfin, il y a la politique partisane, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, c'est clivant, même dans un univers fictionnel, j'ai envie de dire, parce que par définition, c'est quelque chose qui est axé que sur le combat et une forme de conflictualité très très précise. Et à côté de ça, dans politique, là, ce qu'on veut entendre en parlant de ça dans le jeu de rôle, c'est l'englober, cette politique partisane, pas la nier non plus, entrer dans tout ce qui est sociétal, les luttes sociétales, les rapports sociaux, et même du coup à la table, parce qu'on va pas parler que en jeu. Parce qu'en fait, finalement, l'organisation politique d'un jeu de rôle, vu qu'un jeu de rôle, il régit les relations entre les joueurs et le MJ, est-ce qu'il y a un MJ, comment... voilà, j'utilise le terme MJ, mais là, par exemple, c'est déjà une généralité, parce que tu as des jeux qui vont sciemment faire le choix de mettre un autre terme, et ce terme, il n'est pas neutre non plus politiquement, dans le sens où comment il va organiser les rapports à la table. Donc on veut vraiment prendre tous ces signifiants-là, ce qui veut dire que on est conscient désormais dès ce point de la conversation, tous ici autour de la table, qu'on va pas du tout être dans l'exhaustivité, essayer de tout faire, mais plutôt discuter de ce qui nous intéresse et voir dérouler le petit fil et puis voir où il nous emmène. Et en général, ça va assez loin. Ouais, c'était trigger warning. C'est complètement l'idée et c'est intéressant de voir aussi dans quelle mesure ce sont des choses qui ont une intersection. C'est-à-dire qu'on peut avoir une réflexion sur ce qui est une lecture partisane, politicienne,
avec du calcul ou tout ça. Et c'est intéressant de voir aussi en quoi ça va croiser les pratiques de jeu autour de la table, en quoi ça va croiser la manière dont on lit l'objet livre, tout ce genre de choses. Il y a plein d'éléments à analyser et je trouve ça formidable de voir dans quelle mesure ça se croise. Dans quelle mesure, par exemple, je trouve ça difficile d'écarter le fait que un jeu qui est très vendu, un jeu qui est très, très populaire, aura de fait une portée supérieure dans les messages qu'il inclut ou qu'il n'inclut pas qu'un jeu beaucoup plus confidentiel. Ouais. On en parlait vraiment avec Netarion la semaine dernière, même heure, même chaîne, en se disant que justement, en fait, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Donjons et Dragons, peu importe le rapport qu'on a à Donjons et Dragons, une petite avancée dans Donjons et Dragons sur le plan justement que ça soit de la représentation, on parlait de ça la semaine dernière, mais ou de la façon de traiter les joueurs et de gérer les relations entre les joueurs, la façon de gérer aussi les possibilités de résolution que te donne le jeu aussi. Voilà, exactement. Violente ou alternative ou voilà. Et un tout petit progrès dans Donjons et Dragons, ça va être mécaniquement un gros progrès pour la communauté parce que ça va décaler un ensemble de pratiques et ça va questionner un ensemble de pratiques. Ça va aussi permettre, et on l'a vu ces derniers temps dans la sphère jeu de rôle, ça va permettre de mettre en lumière certains comportements toxiques auxquels on s'est habitué ou qu'on voyait pas parce que justement selon où tu fixes ton point de vue, comment dire, selon où est l'acceptable moyen, et pas l'acceptable de chacun, mais l'acceptable moyen, tu vas avoir des comportements différents qui vont apparaître, des comportements qui vont apparaître de façon différente. Et donc oui, en effet... c'est fascinant. C'est fascinant à voir, à mon sens, justement, parce que il va y avoir cette idée de les gros jeux, les grosses entreprises, ou trucs comme ça, qui font bouger les choses, même à pas de fourmi, ça a un impact, et c'est très important de le prendre en compte. Je suis pas en train de diminuer les avancées qui sont faites de ce côté-là. D'un autre côté, voilà, il y a aussi longtemps qu'il peut y avoir de la résistance, aussi longtemps qu'il peut y avoir du conservatisme dans certains cercles, dans certains groupes, dans certaines publications, des fois ça peut arriver. C'est intéressant aussi de voir que c'est quelque chose de composite. Il est important, je pense, de saluer et d'applaudir les bonnes choses qui sont faites dans le bon sens. Et c'est important aussi de ne pas perdre de vue qu'il y a encore du chemin à faire sur certains aspects, et on peut s'appuyer et s'inspirer de choses qui sont déjà faites dans des milieux plus confidentiels, plus indépendants, et qui sont formidables, parce qu'effectivement, je vais prendre un exemple d'un truc qui est semi-confidentiel, c'est-à-dire que ça arrive dans le milieu indépendant, mais ça arrive de plus en plus dans le milieu indépendant. Je vais parler de la Olivia Hill Rule, qui est une règle qui a été posée pour la première fois dans des bouquins par Olivia Hill, donc la meuf qui a notamment écrit I Hunt. Et c'est une nana qui a posé une règle dans son jeu qui est « ce jeu est interdit aux fascistes ». Et c'est explicitement écrit. Et ça, c'est la forme de base de la règle, mais du coup, comme il y a des gens qui ont bien aimé cette règle, il y a des gens qui se sont mis à reprendre le truc dans leur propre jeu, des fois en étendant un peu, en disant « ce jeu est interdit aux fascistes », et si ça te fait te dire que « oh là là, on peut plus rien dire et tous les gens avec qui t'es pas d'accord sont des fascistes », en fait, peut-être que t'es concerné aussi et prends un long regard sur ta vie. D'autres gens qui ont ajouté là-dessus, n'hésite pas à contacter des proches pour voir comment tu peux te sortir de cet état d'esprit. Genre, il y a différentes manières de le formuler, différentes manières de l'inclure, mais en soi, il y a des choses qui se font dans les marges qui sont super intéressantes à intégrer petit à petit hors de la marge, et le fait que la Olivia Hill Rule soit reprise par de plus en plus de gens à l'intérieur des milieux indés fait qu'elle est de plus en plus connue, de plus en plus visible, et de moins en moins marginale, forcément. Ouais. Bah oui, tu vois, en fait, nous, on avait résumé ça avec Naetherion. Elle nous avait parlé effectivement d'une sorte de montagne qui se met en marche, donc forcément ça prend du temps, mais maintenant que la marche, la démarche est amorcée, ça va être une lente progression vers le mieux. Mais effectivement, on avait quand même réussi à lui faire reconnaître à demi-mot que tout ça venait beaucoup d'impulsion du monde indé qui est souvent en avant-garde là-dessus, qui permet d'être peut-être plus libre, et là où l'expression est moins bridée. On va parler d'itch.io aussi un petit peu tout à l'heure et de ce que ça peut permettre justement comme liberté créative et éditoriale. Mais effectivement, on avait aussi évoqué plusieurs fois, parce qu'on avait reçu Mathieu, on avait reçu Mathieu B ici, on avait reçu Melville, on avait évoqué les jeux BOB aussi, qui avaient été des grands bouleversements, on va dire, aussi dans les pratiques holistiques, et surtout au niveau des identités peut-être minoritaires, marginalisées, etc.
Toi, t'as pratiqué un petit peu les jeux BOB? Alors, j'ai déjà pratiqué ceci et je trouve ça super intéressant parce que je vois en quoi ça correspond à la vision d'Avery Alder au départ, puisque le Mhm, premier c'est Dream Askew, du coup, qu'elle tout à a fait. C'est écrit ça, ouais. largement en même temps qu'elle formulait ses réflexions sur le queer gaming et ce qu'est le straight gaming, Ouais. et pour formuler un peu tout ça. C'est super intéressant à voir sur le papier. Je trouve ça aussi super intéressant de voir que jouer sans MJ, sans D, avec cette horizontalité-là, peut être parfois assez, enfin, dans Déstabilisant. mon expérience en tout cas, déstabilisant, Ouais. un peu compliqué de se saisir entièrement des enjeux, de créer sa propre position, Mhm. mettre des bâtons dans les roues des copains et en même temps ensuite arrêter. Genre, Mm. c'est une plasticité qui est super intéressante, qui est super riche, qui correspond à un point de vue qui remplit, je trouve, plutôt bien son contrat. Et en même temps, je vais quand même te dire que ma meilleure expérience de jeu Belonging Outside Belonging, c'était l'an dernier quand j'ai joué à Stand Up, qui est un jeu du coup d'Elena Murphy, euh, on y a joué l'an dernier avec des potes, avec une MJ. C'était Oui. un Mhm. jeu BOB où le système, enfin le setting est joué par une personne qui va s'occuper de jouer l'opposition et tout ça. Et on se retrouvait quand même un peu plus confortablement dans certaines dynamiques. Donc, je trouve ça intéressant aussi de voir comment ça peut mettre en lumière le fait que on peut tout à fait avoir des éléments de réflexion sur ce qu'on souhaite dans le jeu de rôle, sur ce qu'on veut encourager, sur ce qu'on veut mettre en avant, tout en acceptant aussi que bah ouais, on a peut-être aussi des habitudes qui peuvent être normatives, qui Ouais. peuvent être archaïques. On peut avoir des conforts personnels sur comment fonctionnent C'est certaines ça, façons, tout à fait. qui peuvent être normatifs, qui peuvent être archaïques, et c'est pas grave. Je veux dire, Oui, c'est ça, ouais. on peut nous-mêmes bouger notre pratique à pas de fourmi. C'est C'est- pas un problème en soi, c'est pas une contradiction en fait. Oui, Allez, je vais mouiller pour Vas-y. ma première hot take parce que c'est vrai que justement confondre modernisme et chamboulement, c'est un peu un raccourci qui est assez faible et qui prouve que bah, les personnes qui ont tendance à hurler un peu au loup ne sont pas réellement penchées sur à la fois les causes de ça, pourquoi il y a besoin de ces jeux-là, pourquoi ils ont été créés, parce que s'ils ont été créés, c'est qu'il y a forcément un besoin, soit qu'ils soient joués, soit qu'ils soient écrits, l'un ou l'autre sont tout à fait légitimes. Euh, et surtout, à qui ça s'adresse? Parce qu'encore une fois, il n'y a rien de mal à ne pas être concerné, à ne pas être la cible, à ne pas avoir envie de jouer. Mm. Euh, chaque proposition qui s'ajoute ne soustrait pas une autre proposition intéressante ailleurs dans le monde. En fait, Clairement. on l'a souvent résumé Oui. aussi. Et ajouter plus de diversité, ça fait pas moins au bout d'un moment. Mm. Et Donc, c'est aussi intéressant de voir dans quelle mesure les choses peuvent faire sens dans un contexte. Dans quelle mesure, par exemple, je sais pas, va y avoir des gens pour qui, si tu parles d'OSR, ça va être une révolution, ça va être complètement incroyable, c'est une autre manière de penser les choses, c'est complètement fou. Old School Renaissance, incroyable, on revient aux racines de Donge. Et ouais. tu vas avoir d'autres gens pour qui tu leur parles d'OSR, ils te disent ouais, mais du coup, en fait, on est encore en train de jouer un aventurier avec une grosse épée qui part dans un donjon. Est-ce que j'ai Enfin, le droit de faire du RP? Ouais, Ouais. non. et c'est intéressant, je trouve, de voir que, quelle que soit la discussion qu'on va poser sur le progrès, sur penser les choses différemment ou quoi, ça se place toujours dans un contexte. Et Ouais. particulièrement quand on parle de politique, toute forme de discussion politique doit être placée dans un contexte spécifique. Ouais. Bah, Je- Ouais. je me Toute permets partie est une discussion aussi, donc effectivement, c'est ça. Donc, Oui, oui, et puis il y a une chose qui est importante, je pense, et qu'on peut apprendre des luttes politiques, et surtout en tout cas quand on se veut être un peu progressiste, pour prendre des termes un peu rapides aujourd'hui, c'est qu'en fait on se rend compte qu'il y a des progressistes d'hier qui sont des conservateurs d'aujourd'hui, parce que justement il y avait derrière leur réflexion une idée d'absolu, c'est-à-dire on va atteindre un absolu, et une fois qu'on y est, du coup il n'y a plus de raison d'être attentif, de décaler sa pratique, etc. Et c'est sûr que si on se met là-dedans, en gros, si notre idée de ce que devrait être le mainstream, c'est la scène indé, par exemple, pour aller très vite, hein, c'est pas ce que je dis, mais ça serait idiot parce qu'en fait, finalement, on se rendrait. Si on continue à avoir du recul quand on installe ce type de jeu-là, on se rendrait compte qu'il y a d'autres choses à faire, qu'il y a d'autres décalages qui se sont créés, d'autres problèmes qu'on n'avait pas anticipés qui existent à l'intérieur de cette façon de jouer. Et c'est plus l'idée, je pense, toujours d'être en réflexion sur ce qu'on fait. On est dans un hobby qui mérite, comme tous les secteurs culturels, de faire un pas de côté régulièrement, de se questionner, d'être à l'écoute des autres façons de jouer pour enrichir aussi sa façon de jouer, même si c'est, encore une fois,
Tu vois, il y a un peu les deux trucs rapides, c'est soit tes parents ils sont modélisants, soit tu essaies de t'en détacher, tu vois, c'est deux choses un peu classiques, tu vois. Mais Les dans les deux binaires, cas, qui les binaires non, 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 mais pour aller rapidement, mais de dire que dans les deux cas, de toute façon, ça t'a influencé. Tu vois, parce qu'il y a des gens qui disent mes parents m'ont pas influencé parce que je suis différent. Bah, si, mais Ouais. d'une autre façon, tu vois. Enfin, je dis parents, mais l'entourage en général. Ouais. Tu vis aussi en réaction avec ce qui est autour de toi. Et L'influence, ça se rejette comme dans Masque. Ouais, voilà, tout à fait. exactement. Et donc, il y a quelque chose qui est de cet ordre-là, c'est-à-dire s'informer des pratiques, être à l'écoute, ça va te façonner d'une façon ou d'une autre, mais ça va te façonner et ça va surtout te permettre d'être en réflexion sur ta pratique, quoi. Ce qui est important, je pense. C'est sûr. C'est sûr. Pour le coup, c'est intéressant. Du coup, il y a quelques... Je crois que c'est il y a 1 an à peu près. Il y a eu un peu de la bagarre dans certains milieux indés états-uniens, justement, parce que il y avait pas mal de jeunes auteurs qui faisaient valoir que il y a toute une petite ribambelle d'auteurs indés états-uniens et canadiens, notamment, qu'on présente encore aujourd'hui comme étant la scène indé, ce qui se fait de nouveau et tout ça, alors que non, c'est des gens qui sont issus de la Forge, et la Forge, c'est un forum qui a 20 ans, qui n'existe plus. Je trouve que c'est super intéressant de voir tu mets qui dans le lot, les Morningstar et compagnie Ouais, typiquement. Morningstar, Jason Morningstar, John Harper, les Baker, Avery Alder, des gens que j'aime beaucoup, dont j'aime beaucoup le travail, mais qui ont été précurseurs il y a 10 ans. C'est ça. Et qui, si on est en train de parler de réflexion sur comment faire bouger les choses et comment bousculer les choses et comment réfléchir d'une manière qui soit effectivement nouvelle et politiquement provocante d'une manière ou d'une autre, ben on doit commencer à parler d'autres personnes, en fait. On doit commencer à parler de Ray Nedjadi, on doit commencer à parler de Ji Yeonchim, enfin... Jet Dragon, Jet Dragon, évidemment. Voilà, il y a des nouveaux noms qui sont à prendre en compte, et c'est intéressant en soi aussi, parce que du coup, on peut pas juste rester avec l'idée « Oh là là, je suis progressiste, je m'intéresse à la marge, je m'intéresse à des trucs qui sont pas mainstream », et continuer à citer les mêmes trucs, les mêmes trucs d'antan. Alors après, il faut être honnête et rendre à César ce qu'il y a à César. Effectivement, quand tu te penches un petit peu sur ce qui se fait aujourd'hui, leur héritage, il est partout autour de nous. Tout le monde a intégré des choses qu'ils ont, comme tu disais, défrichées et qui maintenant sont devenues... dont tous les joueurs et les joueuses se sont emparés, les autrices, les auteurs, les meneuses. Mais effectivement, l'avant-garde, c'est plus eux, quoi. On est passé à une autre génération, et il y a encore une fois une prolifération d'auteurs et d'autrices, donc il y a de quoi faire. Alors justement, là je fais un peu mon heure de jeu un peu chiant, parce que la discussion est cool, hein, mais bon, on se laisse dériver par le courant de notre petite bouée là sur le Rio, c'est magnifique. Mais vous êtes à un embranchement. Il y a 2 chemins, il y a 2 pancartes. À gauche, il est marqué... Ouais, ce qui est un peu relou dans les trucs, soit les vieux scénars, soit le jeu de rôle. À droite, c'est au contraire qu'est-ce qui est vachement sympa et qu'est-ce qui se fait de bien, justement, aujourd'hui, dans peut-être la scène indé ou émergente, ou ce que tu as pu croiser de sympa. Voilà, parce que je pense qu'il y a 2-3 trucs que j'aurais bien aimé que tu évoques, mais en même temps, ça mérite peut-être pas 20 minutes. Mais voilà, il y a eu un petit drama aussi cette année, oui, c'était cette année, l'année dernière, je sais plus. Ça a commencé en fin avril de l'an dernier, donc oui, alors. effectivement. Alors, je vous refais un peu l'histoire. Ouais, vas-y, régale-nous. Je vous refais un peu l'histoire pour le coup. Moi, ça fait pas très très longtemps que je pratique les jeux de rôle médiévaux fantastiques, classiques à l'ancienne. J'ai mené une fois une campagne de Donjons et Dragons il y a 3 ans, enfin, de Héros et Dragons, bonnet blanc et blanc bonnet. Et du coup, j'ai commencé à m'intéresser à cette scène-là à ce moment-là. Et je me suis rendu compte que j'avais des choses à y apprendre, très clairement. Même pas forcément des bonnes expériences, mais quand même des choses à y apprendre, des choses à sortir de cette expérience-là. Et pour analyser tout ça, je trouvais ça intéressant de pratiquer ça. J'ai donc commencé à lire une campagne du commerce que j'avais récupérée en participant à un financement participatif de Black Book. Une campagne qui s'appelle Anatazerine. Et je suis tombé du coup sur une campagne qui a une forme assez classique. C'est 13 scénarios qui se suivent, qui sont sans trop de modularité, genre il n'y a pas vraiment d'embranchement ou des trucs comme ça, c'est pas l'idée. Et chaque scénario est plutôt linéaire. Mais somme toute, c'est 13 scénarios qui se suivent en ligne droite et qui t'amènent jusqu'à un point. J'ai commencé à lire ça et je me suis rendu compte que mécaniquement, ça passait pas du tout pour moi. Il y avait des trucs sur lesquels, si je devais le faire jouer tel que c'était écrit,
Ça allait pas le faire du tout. Mhm. À côté de ça, j'ai aussi lu un jeu que j'aime beaucoup, dont j'ai beaucoup parlé, avec lequel je force comme un vilain, qui s'appelle Quest. Mhm. Et du coup, une Quest proposant en gros de jouer du médiéval fantastique avec une proposition pas trop loin de Donjons et Dragons et de Chroniques oubliées Fantasy, je me suis dit, bah, pourquoi pas? Est-ce qu'il y a moyen de tirer quelque chose de bien de cette campagne en laquelle je ne crois pas sur le papier? Est-ce qu'il y a moyen d'en tirer quelque chose de bien si mécaniquement c'est plus léger, c'est plus sympa, c'est plus cool? Et donc ça a été le début de quelque chose. J'ai intercepté des copains, je leur ai dit, bon, est-ce que ça te tente de participer à ça? Je pense que ça se cassera la gueule assez vite. Je pense qu'il y a un moment où la différence de ton entre Quest, qui effectivement est assez souple, assez libre, assez high fantasy, tout ça, et Anatazerine, allait trop se sentir et on allait devoir arrêter. Mais je leur ai dit, voilà, si ça te tente, on peut voir jusqu'où ça nous amène et jouer ça. On a donc commencé en fin avril de l'an dernier et on a arrêté ce test en mars de cette année. Donc on a tenu presque un an, on a tenu 23 sessions là-dessus, on est arrivé à plus de la moitié de la Des campagne. 13, ouais. Et donc on a, somme toute, nous autres qui avons été joueurs dessus, joueurs et MJ dessus, on a un panorama assez complet du coup de l'ambiance voulue dans cette campagne, des différents personnages qu'on y rencontre, des différents enjeux qu'on y rencontre. Et moi du coup j'ai été amené à lire la campagne et à la mener. Et c'est super intéressant de voir ce qui s'est passé, c'est-à-dire que on s'amusait autour de la table. Vraiment. C'est-à-dire qu'on était contents de se voir, on s'estimait mutuellement, on aimait bien voir les conneries que faisaient les uns et les autres avec nos personnages et tout ça, tout en ayant conscience du fait qu'il y a des problèmes fondamentaux dans le scénario. Et régulièrement, les débriefs en fin de session, c'était « Ok, on s'est bien amusé, mais c'était pas grâce au scénario, en fait. Mhm. » Et c'était super intéressant en soi, parce que du coup, on a pu détailler qu'est-ce qui a été mis dans le scénario, qu'est-ce qui a été mis dans le bouquin, tel qu'il était écrit, qui était pas ok, qui était genre des trucs à réprouver, des trucs qui semblent parfois peu professionnels, peu malins à éditer en 2015, parce que la campagne est sortie en 2015, ce qui est quand même il n'y a pas si longtemps que ça. Et effectivement, quand il y avait des trucs qui étaient vraiment fondamentalement foireux, on les mettait en avant, justement, dans ces moments de débrief, on était à waouh, c'est pas ok, c'est pas cool. Et en même temps, entre nous, on s'amusait. Sur la table, concrètement, on passait des bons moments. Le truc, c'est qu'effectivement, plus ça avançait, plus ça nous demandait de quand même nous investir dans le cadre, et des fois, le cadre était écrit d'une manière qui faisait que c'est difficile de s'y investir proprement, c'est difficile d'abonder dans son sens. Et comme mon idée, effectivement, était de faire jouer la campagne telle qu'elle... Ah oui. Bah parce que, attends, on va quand même revenir très très rapidement sur un truc que t'as omis, je sais pas si c'est volontairement ou par gentillesse, mais ils la vendent quand même comme la meilleure campagne fantasy FR des 20 dernières meilleures... C'est effectivement de leurs arguments de vente. Ils sont vraiment sur le site, en tout cas, sur la page produit d'Anatazerine, on peut lire que c'est une des plus belles campagnes Medfan françaises jamais éditées. Selon source, voilà. Et oui, source, t'inquiète frère. Voilà. Et le truc, c'est que de fait, ils se réclament de l'héritage de Gygax. Donc ça aussi, c'est un héritage qui est assez marqué. C'est-à-dire que c'est souvent un héritage qui est réclamé par des gens qui cherchent du donge à l'ancienne, qui cherchent certaines choses spécifiques. Pour ceux qui connaissent vraiment les dramas US, les héritiers de Gygax entre eux se déchirent. Vraiment, Oui. Ils ont pas du tout la même vision du délire et ils se revendiquent tous de moi je fais comme lui. Et Ouais. ils sont tous pas d'accord. Donc, Et puis, voilà. héritier d'une œuvre quand même un peu imposante, on va dire, ça te Ouais. permet d'être héritier d'un peu ce que tu veux et du coup de pouvoir dire tout et n'importe quoi avec héritier de quoi. C'est un peu le problème. Effectivement, du coup, je peux comprendre que les gens qui ont écrit cette campagne, de ce que j'en ai compris, la campagne a une vingtaine d'années. Elle a été Mais ça, écrite c'était une réédition en fait en 2005, tu disais. en 2015. Ce qui s'est 2015, passé, c'est pardon. que, de ce que j'en ai compris,
encore une fois, j'ai peut-être pas tout le tableau, mais de ce que j'en ai compris, c'est une campagne qui a été écrite et jouée il y a une vingtaine d'années. Et ensuite, du coup, il y a des gens aujourd'hui qui ont, justement autour de 2015, qui, voyant émerger le système Chroniques oubliées Fantasy pour Black Book Edition, se sont dit, tiens, pourquoi pas récupérer cette campagne, elle était bien, et la compléter, ajouter des éléments ici et là, la relire, l'harmoniser, tout ça. Donc, il y a le cœur de cette vieille campagne d'il y a 20 ans, est donc dû à Laurent Debelle. C'est essentiellement Laurent Bernasconi qui a refait le travail de l'adapter en Chroniques oubliées Fantasy, la compléter, l'harmoniser, tout ce qu'il faut. Et il y a un scénario au milieu qu'on doit à Thomas Bergeron. Et globalement, c'est les 3 noms derrière lesquels on peut mettre Natazerine. Et c'est intéressant parce que du coup, effectivement, il y a 20 ans, peut-être que le discours était pas le même, et peut-être que les sensibilités étaient pas les mêmes autour de tout ça, et peut-être qu'on avait plus de facilité à faire des trucs un peu pétés, un peu beaufs, et que c'était pas très grave en fait. Il y a personne qui allait vraiment te reprendre là-dessus. Et c'est très étrange de voir ça émerger avec des sensibilités d'aujourd'hui, avec des personnages féminins qui se comptent sur les doigts de la main de Mickey, avec des enjeux. C'est pas le test de. C'est quoi, c'est Bechdel, c'est ça Ouais, mais pour le coup, je veux dire, même. T'as pas besoin d'aller jusque-là, j'ai l'impression. même pas besoin d'aller jusque-là, effectivement. Il y a un problème dans le fait de. Enfin, aujourd'hui, on a beaucoup plus tendance à réfléchir, typiquement, les races maléfiques comme étant un truc passablement craignos à manipuler, en fait, qui peut très vite inviter des trucs un peu nuls, en fait, en termes de. Même D&D revient là-dessus, tu vois. Voilà, pour dire. On en parlait la semaine dernière avec Netarion, mais c'est vrai que c'est. Pour revenir sur un terme politique, essentialiser les personnages, c'est un peu le problème. Et là, il y a beaucoup de ça, en fait. Il y a beaucoup d'éléments dans ce sens-là. Tu te retrouves à peu près à chaque fois qu'il y a un chef orc dont on décrit le campement dans la campagne, il y a des femmes nues humaines qui sont attachées avec. Genre, je sais pas, il y a des trucs qui sont craignos. Où sont les hommes, putain? On veut voir des skates, mettez-nous des hommes nus, je veux dire, là-bas. Des dragons et des tubs, putain. Il faut quand même que vous sachiez que dans mon cœur, j'ai réécrit un des PNJ de la campagne. On n'est pas arrivé jusqu'à sa rencontre. Mais dans mon cœur, effectivement, il y a un général d'une armée orque qui est montré comme étant très proche d'un de ses seconds, et pour moi, ils sont ensemble. Mais bon, du coup, je décide d'ajouter un peu d'homosexualité gratuite là où il n'y en avait pas. Non mais voilà, t'avais fait le pari de jouer by the book, et c'était risqué parce que justement, on sait pas à quel point ils ont voulu, quand tu disais adapter, corriger, est-ce que c'est juste compléter sans trop retoucher à ce qu'ils faisaient la campagne à l'époque, etc. Et c'est un choix. C'est aussi quelque chose c'est quelque chose qui a été super intéressant dans l'ensemble de cette expérience, c'est-à-dire que quand on est revenu en public, que ce soit moi, souvent assez doux dans mes propos. Alors toi ou tes joueurs et joueuses, parce qu'effectivement moi j'en suis un paquet, et il y avait vraiment des gens qui étaient effrayés, atterrés quoi, mais vraiment. Pour le coup, mais je sais que parmi les gens qui ont joué avec moi, j'ai eu des joueuses qui ont été beaucoup plus véhémentes que moi. Je vais complètement les balancer, c'est KO et Kidam. Et bah oui. C'est son tempérament aussi, je suppose, tu vois, parce que KO elle est connue pour être un peu voilà quoi. Totalement, mais du coup effectivement c'est des gens qui ont beaucoup plus tendance à dire les choses, à dire les termes, alors que moi globalement quand je m'exprime en public j'ai tendance à être peut-être plus mitigé, peut-être plus tranquillou, peut-être plus mais on sait jamais, peut-être qu'on sait pas ou quoi. Mais bon, d'une manière ou d'une autre, que ce soit moi ou les gens de ma table, quand on en est venu à parler en public de ça, on a eu pas mal de réactions de gens qui étaient en mode non mais moi j'ai passé un super moment avec la campagne, je sais pas de quoi tu parles. Et le truc c'est que de fait nous aussi on a passé des chouettes moments avec la campagne. Nous aussi on critiquait le matos tel qu'il était écrit, et du coup quand les gens venaient en disant ouais mais du coup ce dont tu parles nous on a juste choisi de pas le jouer en fait, c'est cool, c'est ok. Sous le tapis. Mais voilà, c'est une manière d'écarter. Je ferme les yeux, il n'existe pas. Oui. Ouais. Et c'est intéressant aussi parce que du coup, ça pose la critique de jeu de rôle et un espace critique politique autour de ça. Comme aussi, est-ce qu'on s'intéresse à ce qui est écrit dans les pages? Est-ce qu'on s'intéresse à la façon dont c'est mis en place, dont c'est encouragé, conseils aux MJ qui sont donnés, des trucs comme ça qui peuvent être un peu pétés des fois aussi.
Ou est-ce que ça dit Ou d'une époque et de pratique, comme tu disais, d'une tendance, ouais, c'est ça? ouais, Ou est-ce alors que, toutes les publications sont à jamais perchées, on ne touche pas son père, parce que Mmh. chaque table va le faire à sa sauce? c'est un peu compliqué. Enfin, dans ce que tu dis, il y a plein de trucs. Enfin, déjà, Ouais, ouais. c'était archi intéressant et merci pour. On n'a pas fini d'en parler, hein, je suis pas en train de te couper, mais c'était archi intéressant. Euh, Il y a plein de choses qui sont intéressantes, mais il y en a une, je trouve que il y a plusieurs choses qui m'ont intéressé, mais il y en a une, là, quand tu dis des gens qui ont passé un bon moment et qui disent, bah, du coup, bah, c'est que ça va, quoi. Finalement, et puis on peut éluder certaines parties du matériel, etc. C'est vrai que le jeu de rôle, c'est un loisir et une forme artistique, encore une fois, les deux en même temps, très complète. Parce qu'en fait, dans un bouquin de jeu de rôle, tu as des conseils OMJ, donc tu as des conseils sur la façon, tu as des conseils méta sur la façon d'aborder l'œuvre, parce qu'en fait, tu expliques un système de jeu. Donc tu es dans le méta-jeu, mais tu es même dans le méta-discours. À côté de ça, tu as le lore, qui lui-même va être une composante qui est importante. Donc tu as énormément d'éléments. De par là, tu as aussi énormément de moyens de te casser la gueule en tant qu'auteur de jeu, tu vois. Énormément de choses auxquelles être attentif, énormément de... Mais Pour du... le coup, Vas-y. je vais me permettre une petite passerelle du coup vers un autre jeu dont on avait un petit peu parlé en off aussi, qui est un jeu très chouette, qui s'appelle Spire, City Must Fall, de, du coup de Grant Howitt et Christopher Taylor. Et Spire, c'est un jeu avec un propos éminemment politique. C'est un jeu qui a vraiment un côté fondamentalement anticolonial parce on joue des terroristes dissidents dans une ville qui a été euh, Occupé. qui est actuellement Ouais, occupée par ouais. par une autre faction et occupée de manière très violente et très brutale avec une supplantation culturelle totale. Tout ça, Une autre Ouais. civilisation, ouais, totalement, ouais. Ouais. et le truc, c'est que le bouquin en anglais, effectivement, amène quelque chose de quelque chose de très clair en fait sur le fait que ok, tu joues clairement pas des gens qui sont des gentils, c'est pas l'idée. Je veux dire, on joue des terroristes, on joue des gens qui vont être prêts à saboter, à subvertir et peut-être même à se débarrasser de certaines personnes de manière un peu expéditive ou truc comme ça. Il s'agit pas effectivement de jouer les gentils dans cette histoire. Pour autant, il y a une orientation très claire sur le fait que le côté des PJ a plutôt raison de se rebeller contre une oppression brutale et injuste et qui reflète dans son propos, dans la manière d'être mise en place et tout ça, des oppressions réelles du monde réel. Je vais prendre un exemple tout bête, mais par exemple, dans ce monde, donc, ça se passe dans une ville qui est originellement une ville d'elfes noirs, et c'est des hauts elfes qui sont venus occuper ça. Les PJ sont donc des elfes noirs qui sont en rébellion. Et dans ce monde-là, il existe une drogue qui s'appelle le malak, qui est une drogue calmante, qui fait globalement partie des cultures elfes noirs. C'est très courant que les elfes noirs en consomment. C'est effectivement quelque chose qui a tendance à t'endormir un petit peu, ou à te calmer, ou à... Genre, en fin de journée, un petit malak, t'es d'un seul coup un peu mieux. Et qui a été interdit par les hauts elfes, mais c'est une interdiction qui est complètement à géométrie variable dans la mesure où elle est à peu près que appliquée pour faire chier des elfes noirs au cas par cas. C'est ça. Et genre, le rapport avec certaines drogues douces du monde réel est complètement Oh bah, transparent. oh bah. Tiens. Un parallèle C'est avec... absolument transparent. Oui, Mais du avec coup, la façon... on en revient sur le fait que c'est intéressant d'avoir des propos qui sont pas subtils, c'est intéressant d'avoir des propos qui sont clairs dans ce que tu poses. Ouais. Et très clairement, Taylor et Howitt ont posé ça dans leur jeu. Et du coup, c'est super intéressant de voir ce qui a été fait en version française avec un avant-propos du coup de la boîte qui a traduit Spire, qui a Barbu, posé ouais. une page. Barbu, effectivement, Barbu Inc. a posé une page pour dire Spire, c'est une ville avec plein d'aventures extraordinaires, plein de complots dans tous les sens, et vous allez voir qu'au final, rien n'est tout blanc ou tout noir, tout se joue dans des tons de gris. Et en fait, poser ça comme ça dépolitise le jeu, en fait. Ouais. Et c'est intéressant de voir que Ouais, à parce que un avant-propos près, dans le même message, ils arrivent à te dire à la fin, mais de toute manière, on prendra pas parti, etc. Il est pas question de ça.
on est quand même très clairement dans un jeu qui dénonce, de base. Ouais, mais justement, Donc venir annuler ça comme ça... je reviens Ouais, sur ce que vas-y, disait termine, Neft, du coup, là-dessus, c'est que il y a un métadiscours autour du jeu, sur Ouais. comment on enseigne le jeu, comment on montre le jeu, qu'est-ce qu'on met en avant et tout ça. Et du coup, cet exemple précis, je le trouve fascinant, parce que ça fait que le bouquin en version française ajoute un élément de métadiscours. Ouais. Ouais. Qui fait pas partie de l'œuvre en fait. Qui fait pas partie de l'œuvre initiale, qui fait Ouais. partie de l'œuvre en français, parce que les gens qui... Typiquement, quelqu'un qui ne parle pas anglais, quelqu'un qui parle français, qui attendait le jeu avec impatience, qui met la main sur ce jeu, bah, cet élément de métadiscours fait partie de l'œuvre pour cette personne. Hmm. C'est Ouais, marrant, et ça me fait penser c'est à un petit parallèle, parce que nous, on a reçu souvent Ketrus sur la chaîne, qui est un spécialiste des comics et qui podcast là-dessus. Et pareil, à plusieurs reprises, ça s'est vu, des traductions françaises qui venaient complètement pervertir le sens même de la réplique originale, et qui venaient dire tout le contraire, ou qui, enfin, Et tu vois, un truc qui était ouvertement ouvert d'esprit, était complètement interprété de manière hyper réac et à contresens, volontairement ou involontairement, par la traduction, tu vois. Et ça Ouais. avait choqué plein de monde. Et que ce soit volontaire ou involontaire, ça pour le coup c'est quelque chose qui a un lien assez étroit avec la politique, c'est-à-dire comment tu vas traduire une insulte raciste, quelque chose, hein, quel degré de violence tu vas décider de lui retransmettre par rapport à ce que c'était originalement, c'est important, parce que c'est pas neutre politiquement, parce que la façon dont ça a sonné dans une oreille étrangère, dans l'oreille de la langue d'origine, si t'es un traducteur le plus honnête possible, tu veux essayer que ça sonne de la même façon, c'est-à-dire s'il y a de la violence, il doit y en avoir, Ouais, etc. ouais. Et puis, C'est- allez, vas-y, Ours, vas-y, pardon. je trouve ça aussi intéressant à poser dans le fait qu'un jeu est aussi écrit depuis son propre point de vue. Exactement. Et que du coup, quand tu amènes une traduction, tu peux amener des choses qui sont complexes à transcrire culturellement. Je repense à un cas qui m'est très cher, c'est Greg Solzi, le gars qui a écrit No Normies. Mhm. C'est très clairement un mec très aligné à gauche, avec notamment un discours anti-flingue très complet. Le truc, c'est qu'un discours anti-flingue, quand tu parles d'un jeu ambiance surnaturelle, horreur, un peu postmoderne sur les bords, qui se passe aux USA, c'est hyper orienté. Parce que l'idée de la place des flingues aux USA est hyper forte, et le fait de dire un flingue, ça va pas te défendre de grand chose, c'est très bien pour tuer des gens, probablement pour te tuer toi-même, Ouais. mais globalement, dans l'ensemble, tu peux jouer un mec sympa avec un flingue, et on va tous se mettre d'accord avant le début de la partie que t'es en train de te bercer d'illusions, et juste poser un élément comme ça dans un jeu est quelque chose qui est culturellement extrêmement porteur de sens dans un cadre états-unien, et qui porte pas les mêmes sens en France. En France, c'est assez admis que effectivement, quand quelqu'un sort un flingue, tout le monde est un peu flippé, parce que ceci n'est pas le mode normal pour nous autres. Ouais. Mais du coup, ouais, il y a un axe, il y a un axe culturel qui vient avec ça, qui fait que il y a des jeux qui peuvent être extrêmement difficiles à traduire. Je pense notamment à un jeu dont la traduction a été annoncée il y a un long moment, et j'ai énormément de compassion pour les gens qui s'y sont mis, parce que maman, c'est extraordinairement difficile à traduire. Dogs in the Vineyard. Un jeu de Vincent Baker qui parle de cow-boy mormon dans le Far West. Bah ouais, mais c'est culturellement très marqué. Ouais. Comment tu ramènes ça en France ? Bah, si t'as bouffé 20 ans de western et que voilà, t'as les codes absolus, mais. Et encore, c'est des codes qui sont pervertis et fantasmés par Hollywood, donc. Oui. C'est évident, voilà. Après, t'as la question de est-ce qu'un jeu est facile ou pas à traduire, et t'as aussi la question de est-ce qu'un jeu est pertinent ou pas à traduire. Enfin, on en parle régulièrement sur la chaîne de ce qu'on joue, mais pour chacun, c'est à la fois à une échelle de traduction pour un pays entier, à la fois à ton échelle personnelle, c'est-à-dire est-ce que je joue au bon jeu. Des fois, il faut se poser la question pour ce que j'ai envie de faire. Et donc, en fait, des fois, il y a en fait des choses qui sont pas forcément intéressantes en effet à transcrire dans une autre culture, parce que ça va pas avoir d'intérêt de questionner ces choses-là. Et il y a plein justement de questionnements de jeux états-uniens, voilà, qui vont en effet pas avoir le même écho ici, et des propos à côté desquels on peut passer, mais ça arrive aussi avec le cinéma, enfin toute forme d'œuvre. D'où la difficulté parfois de adapter sans pas traduire, quoi. Voilà. Ça, localiser, quoi.
À mon sens, ça va du coup être particulièrement intéressant de s'intéresser à du discours politique et du discours orienté, Ouais, ouvertement orienté, ouais. dans certains jeux indés, dans certaines scènes émergentes. Mhm. Notamment, ces temps-ci, il y a la scène d'Asie du Sud-Est, qui est très émergente, Oui. avec notamment le jeu de rôle philippin, qui est Ouais. extraordinaire. Avec Ray Donc, en tête dont tu parlais tout à l'heure. Hein. oui, Ouais. René Jadi qui fait du taf incroyable, avec, pour citer un de ces jeux, typiquement, Balik Bayan, est incroyable. C'est un jeu de Belonging Outside Belonging qui peut se jouer avec un MJ, où Ouais. on joue des anciens esprits philippins, Oui. du folklore philippin, dans un futur lointain où la Terre est une planète poubelle et l'humanité est partie dans les étoiles. Et globalement, on va jouer ces esprits qui essaient de s'extraire du joug dans lequel ils sont. Et il y a un propos anticolonial philippin hyper intéressant là-dedans, mais pour le coup, Ouais. effectivement, s'y intéresser suppose de gratter un peu du côté philippin. C'est fascinant. Mhm. Pareillement, quand tu vois ce qui se passe au niveau de l'Amérique latine, c'est un truc qui me tient à cœur, parce que je suis moi-même argentin, Mhm. et il y a une scène émergente latino-américaine, avec notamment du coup des jeux brésiliens, des jeux argentins. Il y a un Mhm. jeu qui me rend hyper curieux, j'ai pas eu l'occasion de le lire, il n'est pas encore sorti, mais du coup c'est un jeu de Lapis Lunaris qui s'appelle Ultra y Eterna, qui se propose comme étant un jeu psychédélique qui se passe pendant la junte militaire en Argentine. Mhm. Du coup, c'est hyper orienté aussi. Je veux dire, tu vas Ouais, jouer ouais, des. ouais. Ça ne cache absolument pas son propos politique, mais c'est un propos politique dont on n'a pas l'habitude non plus, en fait. Et c'est intéressant, c'est riche. Et surtout, ça peut, comme tu dis, amener pas mal de gens à aller se renseigner sur ce genre de... soit d'événements, parce que moi je pense à ça, mais typiquement, on a beaucoup parlé du jeu vidéo et du jeu de plateau This War of Mine. Et à la base, c'est quand même le siège de Sarajevo, un truc obscur dont même les Européens connaissent très très mal le sujet, qui était pourtant à nos portes. Et en fait, ça a quand même bouleversé bon nombre d'utilisateurs, enfin de gens qui ont eu ce truc-là dans les mains. Nous, ça nous a carrément même donné envie de faire un jeu dans la même veine, parce que ben, t'as une vraie morale, t'as un vrai message derrière qui est quand même jamais frotté dans ta gueule à 2 centimètres du visage, qui est toujours là, toujours latent, présent, et en fil rouge derrière, et qui en fait, sans même t'en rendre compte, tu t'en imprègnes, parce Ouais. qu'il est omniprésent en fait, l'univers. Et il est impactant à tous les niveaux, en fait. Et donc ces propositions-là riches, comme Spire tu disais, c'est hyper intéressant parce que déjà tu as beaucoup de choses à explorer, il y a une variété incroyable de nuances, ce qui est aussi intéressant, au niveau de la moralité et justement des questionnements, des choix moraux qu'on peut avoir à faire. Euh, mais voilà, qu'est-ce que ça vous inspire? Effectivement, j'ai pas fini ma phrase, mais c'est ma spécialité. Mais il n'y Elle a était pas de très bien. souci, j'accepte ceci dans mon cœur. Et le truc, c'est que, à mon sens, il y a quelque chose qui va se jouer autour de ça, qui est euh, qu'est-ce que le jeu encourage. Ouais. Et à mon sens, il y a quelque chose de très important là-dedans, parce qu'il y a une tendance existante, je vais dire une tendance Bethesda, hein, pour ainsi dire, comme les jeux vidéo Bethesda, où globalement on te dit, ce jeu, il est trop fou, t'as un univers entier, t'as plein de factions, tout le monde est genre avec des objectifs qui peuvent se comprendre, et Mhm. y a-t-il vraiment des gentils, y a-t-il vraiment des méchants? Ouais. À toi de découvrir ça avec ta propre partie. Tu peux aller où tu veux, c'est pas un problème. Et le truc, c'est que quand un jeu se dispense de te juger, quand un jeu te dit tu es libre, c'est un monde entier, c'est un monde ouvert, va où tu veux, toutes les options sont également valides, le jeu prend le risque de glisser vers le centrisme. Ouais. Mou, centrisme mou. Et le truc, c'est que à mon sens, c'est un vrai risque en fait. C'est un vrai risque en général quand tu as une approche encyclopédique très ouverte du jeu de rôle, qui est une des approches très populaires. Ouais. Quand les gens écrivent des jeux de rôle, quand les gens se lancent dans du jeu de rôle, très souvent, ils commencent en écrivant une encyclopédie, ils commencent en écrivant un univers, Une ils bible, veulent un ouais, c'est univers ça, ouais. intéressant et Ouais, tout ouais. ça, Mhm. et laisser un maximum de liberté au moment de chercher à Ouais. l'explorer. Et le truc, c'est que je trouve ça intéressant de voir que souvent, c'est une approche centriste, c'est une approche qui est politiquement marquée Ouais. par ce centrisme, parce que ça cherche à dire, au final,
tout le monde a un peu raison. Il n'y a pas Oui, ouais. vraiment de, Tu, il y a pas vraiment de bonne manière de faire, et au final, tout Cette le quête monde. suisse de la neutralité, ouais, 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 ouais. tu parles d'un centrisme relativiste, mais je pense que le mot, enfin, si je comprends bien, mais moi, dans ce que tu viens de dire, le mot qui m'a le plus marqué, c'est euh, vouloir laisser de la liberté aux joueurs, en soi, vu comme un Donc c'est pas idéal. prendre position, c'est ça. Bah, c'est aussi, comment dire, mettre la valeur liberté au-dessus de toutes les valeurs, ce qui est porteur dans le champ politique des discours, de certains discours libertariens, par exemple, qui peuvent Ouais. être archi-toxiques, enfin, selon moi, encore une fois, là je me place moi dans l'échiquier politique, mais qui pour moi sont des discours nocifs pour le collectif, par exemple, c'est-à-dire ma liberté avant tout. Euh, et ça, c'est intéressant, oui, quand tu décides que la valeur centrale de ton jeu, c'est on peut tout y jouer. Alors, la notion de bac à sable aussi, etc. Alors, est-ce que c'est pas une volonté de, même artificiellement, d'équilibrer en disant, mais de toute façon, si je mets de l'injustice, il faut que je mette de la justice et que forcément, ça soit en part égale dans mon univers, histoire Ouais, de mais pas se mouiller, comme tu c'est disais. pareil, c'est très politique aussi. Enfin, là, c'est bien, on rentre Ouais, dans bien le cœur sûr. du sujet, on rentre dans le À cœur mon du sens- sujet violemment, là, hein, mais, mais ce que je veux bien dire, sûr, c'est mais que justement. quand tu décides que dès que tu dis quelque chose, faut dire le contre-exemple pour pas vexer, tu vois. On peut prendre l'exemple du La Police tue récemment, tu vois. Genre, oui, Ouais. bah, on peut pas dire parce que en fait, c'est pas tout le monde et machin, et not all men, enfin bref, tout un tas de trucs comme ça qui sont des Ouais. volontés d'équilibrer qui ne sont pas bonnes parce qu'en fait, elles dévoient ton message enfin, qu'elles empêchent de dire certaines choses parce qu'elles peuvent dévoyer pourquoi la phrase était dite comme ça. L'effet choc aussi, c'est quelque chose qui peut être important. Tu vois, ton propos doit pas forcément correspondre à. Enfin, une œuvre, qui plus est une œuvre, parce qu'on est dans du jeu de rôle et c'est des œuvres, n'a pas à être équilibrée en fait. Une œuvre, elle peut Oui, totalement être mais radicale, quoi. à mon sens, le truc, une œuvre peut tout à fait être radicale, une œuvre n'a pas nécessairement à être équilibrée, oui. Euh, le truc, c'est que, à mon sens, il y a quelque chose qui se joue aussi dans ce que l'œuvre encourage. Ouais, encore une fois, ce que l'œuvre encourage, ce que l'œuvre met en avant. Je vais prendre un exemple concret d'Anatazerine, typiquement, qui est à peu près le moment où on a lâché la campagne parce que c'en était trop pour nos faibles systèmes nerveux. Et c'est un moment où, du coup, les joueurs arrivent euh, près d'une capitale, une très très grande ville. Ouais. Et en fait, c'est une ville qui fait la jonction, qui est en gros entre deux massifs montagneux, et qui fait la jonction en gros avec l'autre moitié du continent, à peu de choses près. Et de l'autre côté du continent, il y a des déplacements de population, parce qu'il y a la guerre, c'est super sérieux, Bah ça ouais. craint. Et comme il y a des déplacements de population, il y a des réfugiés qui sont aux portes de la ville. Et la ville a pris la décision de ne pas laisser rentrer les réfugiés pour pas que ça foute la merde. Et donc, tu as à l'extérieur de la ville un bidonville de réfugiés. Hmm. Et tu peux passer. Enfin, tu es amené à passer du coup par cet endroit-là. Et du coup, il y a des pauvres gens, des gens qui ont tout lâché parce que la guerre était chez eux et qu'ils ont dû bouger ce qui se passait, qui viennent demander l'aumône. Et du coup, les PJ peuvent prendre un moment pour leur donner l'aumône, mais le texte est très clair sur le fait que s'ils commencent à donner à des pauvres gens là, très vite ça fait une petite émeute. Il y a une grande quantité de pauvres gens qui arrivent, trop pour être gérable, et la garde de la ville voisine se ramène et les disperse à coups de manches de lance. Évidemment. Et le truc, c'est que ça, c'est juste un exemple tout bête, mais Bah ouais. c'est pas une manière neutre de présenter ce que Et on sont entend- des réfugiés. C'est pas une manière neutre de présenter ce qu'est la charité. C'est pas une manière neutre de présenter le rôle d'une police. Et le truc, c'est que quand on en est arrivé là avec mes PJ, mes PJ sont arrivés, on fait ah mince, du coup c'est la merde par ici. Ils ont pris un moment, ils se sont arrêtés dans les rails de la campagne, ils se sont arrêtés à ce moment-là pour dire ok, en fait on va aider ces gens. Parce que ce qui se passe là, c'est inacceptable. Le fait que la ville à côté refuse de les laisser rentrer est proprement hallucinant, mais on n'a pas le temps d'aller casser les genoux au chef de la ville, donc on peut pas gérer ça. Mais on va utiliser tout ce qu'on peut comme ressources. J'ai eu des PJ qui ont littéralement été sur le moment en mode je vais donner mes objets magiques à ces pauvres gens pour qu'ils puissent s'acheter des choses. Genre, des trucs qui sont contre-intuitifs dans le sens de la campagne, Ouais. mais qui faisaient sens pour eux. Et quand effectivement j'ai fait ramener les gardes en mode
Est-ce qu'ils vous ennuient? Est-ce que vous avez besoin d'aide pour les disperser? Mes PJ ont été unanimes sur le côté non, cassez-vous, c'est complètement obscène de me demander ça. Et genre, là, immédiatement après, pour le coup, et j'en finis après là, sur cette petite bulle, immédiatement après, les PJ sont amenés à rencontrer le meneur de la ville voisine, qui est un haut prêtre d'une religion loyale bonne, extrémiste, très clairement. Il est indiqué comme étant un peu trop radical. Néanmoins, il est loyal bon et il est prêtre loyal bon d'une religion du combat contre le chaos et de la purification par le feu. Et Ça sonne bien. il est à la tête d'un bagne, le seul bagne du royaume. Mm. Et par ailleurs, la ville est rendue riche par l'exploitation du sel. Il y a des marais salants qui sont là. Et le truc, c'est que globalement, mes PJ ont eu un moment de dissonance le temps d'une session entière. Ils étaient en mode attends. D'abord, il y a une capitale qui laisse pas rentrer les réfugiés. Ensuite, on croise les réfugiés et on n'est pas censé, genre, tout faire en sorte pour les aider. Genre, c'est censé être juste des gens où, ouais, on peut leur donner un peu l'aumône, mais ensuite, bah ouais, c'est des pauvres gens, tant pis, on va continuer. Et ensuite, on rencontre un type dans son immense palais qui est tranquille, mimile, pas pressé du tout, à la tête d'une ville rendue riche par le travail forcé des bagnards. Et genre, ils se disent, ok, en fait, non, on peut plus être les gentils dans cette histoire. Ouais. C'est juste plus possible. Tout le monde est fou. Je veux poser ça dans le fait que le world building autour d'Anatazerine ne cherche pas à être un truc relativiste, complet, tout le monde a raison, que sais-je. Il y a clairement plutôt des méchants qui existent, hein, je veux dire plutôt des gens qui sont pas cool. Tu vois par exemple des suprémacistes elfes qui existent, une faction de suprémacistes elfes qui veut rester entre elfes autarciques tranquilles. Ils sont pas montrés comme étant des gens sympas. Le scénario tel qu'il est écrit, le septième scénario tel qu'il est écrit t'amène à pactiser avec l'un d'entre eux si tu veux la bonne fin. Bon, c'est encore autre chose. Mais pour le coup, il y a des factions qui sont montrées comme étant pas cool, et je pense que ce personnage était montré comme étant un peu trop extrême, un peu too much. Ouais. Néanmoins, si tu le mets là, et que c'est pas censé être un antagoniste, c'est pas censé être un méchant, c'est censé être un type avec qui les PJ coopèrent pendant un bon tiers de la campagne. Ouais, c'est chaud en fait. Il y a des choix qui sont faits quand tu présentes un monde, quand tu présentes une histoire. Il y a des évidences sur c'est quoi la police, c'est quoi une prison, c'est quoi des réfugiés. Est-ce que c'est moralement acceptable d'être dans ta capitale cossu, tranquillou, et empêcher les réfugiés de venir parce que ça foutrait la merde? Ouais. Il y a un ensemble de questions qui sont hautement politiques en fait là-dedans. Surtout le côté couloir qui est bien souvent frustrant et qui, pour des joueurs modernes, justement, qui ont déjà goûté à autre chose, au bout d'un moment, te désespère assez vite, quoi. Tu vois les murs, tu les sens, enfin, c'est pénible. Honnêtement, je suis prêt à défendre la campagne de ce côté-là. Je suis prêt à défendre la campagne sur le fait que un couloir, ça peut être rassurant de certaines manières. Ça peut être rassurant notamment pour quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'expérience en tant que MJ et qui a envie de se centrer sur chaque histoire en son temps, chaque scénario en son temps, chaque bout de la campagne en son temps. Je peux comprendre que ça a de rassurant en soi, et je pense pas que ce soit un péché en soi d'avoir une forme de linéarité. En revanche, quand tu es dans une forme de linéarité, et quand tu amènes des sujets de manière très claire et univoque, à mon sens, t'as d'autant plus un devoir de questionner ce que t'as mis en avant, en fait. Ouais, c'est ça. Et puis 2015, c'est hier. Enfin, je veux dire, tu peux pas rééditer quelque chose sans le regarder par le prisme de l'évolution des divers combats sociétaux et sociaux qui ont eu lieu. Enfin, je trouve ça un peu maladroit, quoi. Et de continuer à le défendre mordicus comme ça a été fait, parce qu'apparemment, ils avaient les commentaires négatifs, etc. Au lieu de contre-argumenter, d'essayer de remettre les choses dans un contexte ou de défendre le truc, ils avaient tendance à nier le problème, quoi. Et ça, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage aujourd'hui. Ensuite, voilà, manifestement, il y a des. C'est intéressant de voir que pour beaucoup de gens, il y a eu l'idée comme quoi, évidemment, tu retravailles. Oui. Tu retravailles du matos toujours.
t'es pas censé juste Oui. jouer de manière bête et méchante en interprétant que dalle ou quoi. Et ça m'a beaucoup fait marrer du coup comme argument dans la mesure où nous C'est vraiment justement prendre les gens pour des cons, quoi. Enfin, mais bon. on était surtout sur un projet de jouer à Natazerine sous un autre système. On était déjà en train d'adapter des Oui, choses en c'est fait. ça. Ouais. Et puis, en fait, tu peux dire, le jeu de rôle est un loisir qui est une pratique qui, par essence, en effet, va nécessiter que le MJ s'en empare, fasse des transformations et que ça fait partie du matériau. Mais quand ce qu'on te reproche, c'est l'orientation de ton propos et l'axe que tu prends sur la plupart de tes décisions, ça c'est pas là pour. C'est bien une des rares choses en général qu'on adapte peu dans le. Autant on adapte le système, on adapte le format, long, court, mais en général, Et quand on vient sur une attends. proposition de jeu et de campagne, c'est justement parce que dans ce fond-là, on va dire, pas forcément idéologique, mais ce fond de cet univers, ce qui est créé, ce qui est mis en place, il y a des choses qui sont intéressantes, qui sont pertinentes à jouer, etc. Donc là, si c'est ça Alors. qui est à questionner, bah c'est pas. Tu peux pas, ta réponse peut pas être, adapter un peu. Bah dans ce cas-là, je vais sur une autre proposition alors. Enfin, Alors. ça me semble peu pertinent, quoi. Je sais pas si t'as vu l'heure, Neft, mais en fait, c'est l'heure de ma Ouais. métaphore pétée. Ah oui, si, pardon. J'avais fait. Ouais, Cool. j'ai Ça dit y quoi. est, c'est l'heure. Et en fait, effectivement, une baraque, tu peux commencer à faire des rénovations, à péter les murs si tu veux, mais attaque-toi à un mur porteur, bah ça commence à devenir problématique. Oui, Donc quand on voilà, enlève ça. tous les piliers du scénar et tout ce qui est, Oui. enfin, vraiment le cœur et tout ce qui gravite, enfin, Vous auriez pu le voilà. changer, ce mur porteur, non? Bah ouais. Ouais, bah en fait, sinon il reste plus rien, quoi. Le toit il tombe et au bout d'un moment, on fait tout faire même. Mais j'achèterai s'il faut que je retire tout ce qui pose problème, quoi. Enfin, Là, oui, c'est ça. on en revient à la question du bateau de Thésée. Du coup, si tu changes petit à petit tout ce qui est constitutif, est-ce que tu es encore sur le même produit? Et Ouais. j'ai l'impression que c'est un truc Exactement. qui est très présent dans pas mal d'éléments de discours autour du jeu de rôle traditionnel, notamment Donjons et Dragons, mais pas que. Il y a aussi quelque chose qui se passe un peu autour de l'appel de Cthulhu, par exemple, de ce côté-là, qui est le Oui, fait aussi, que des gens beaucoup. vont dire ouais, mais enfin t'adaptes, c'est pas grave. Ouais. Et oublier que, bah, somme toute, ok, tu peux adapter, tu peux en tirer une bonne chose à ta table, c'est bien, mais ça occulte le fait qu'il y a quand même quelque chose qui est écrit sur le papier. Il y a quand même quelque chose qui a été encouragé à l'échelle d'autres gens. Et pour le coup, je trouve intéressant, et je suis encore une fois un peu navré de mettre un petit taquet à BBE là-dessus, mais de voir que je veux vraiment mettre en avant le fait que BBE fait des vrais efforts en termes de... Ouais, bien sûr. En termes de progressisme, en termes d'inclusivité, en termes de plein de choses, notamment ce qu'ils font autour de Roll and Play est extraordinaire. La personnalité de Julien Dutel est formidable autour de ça sur plein d'aspects. Et il est aussi là-dedans, hein, ouais. Néanmoins, la communauté, en général, au sens plus large, a des éléments qui sont méga toxiques et qui sont pas modérés. Si tu vois les forums BBE, notamment toutes ces discussions autour de ça, on était loin par moment de juste quand même c'est bon, on adapte, il y a moyen de passer un bon moment, et puis bon, somme toute, Chroniques oubliées, c'est là pour faire un peu de la bagarre, on n'est pas là pour parler de politique ou trucs comme ça, genre, on était loin de ces trucs là, il y avait vraiment des trucs qui étaient vraiment craignos en fait, sur le fond, et qui sont pas modérés, et qui sont acceptés, et tout ce genre de choses là, et on en revient effectivement à l'idée que autour de... Je suis navré du coup de lancer un terme un peu dur, mais autour d'une table, si tu as, si tu as un nazi et 10 personnes qui discutent poliment avec, bah t'as 11 nazis. Ouais, c'est cette image assez classique de quand t'es au milieu de groupes de manifestants, il y en a qui disent on veut tuer les étrangers, et les autres ils disent on veut vivre normalement. Le compromis, c'est pas, il y a pas de compromis à faire entre ces deux statements là, tu vois. Et du coup voilà, il y a des, je trouve ça important de vraiment garder en tête qu'il y a des efforts qui sont faits de ce côté-là, dans le bon sens, tout à fait. C'est vrai, faut le saluer. Et il reste quand même, j'ai l'impression, une certaine idée, une certaine culture tradie dans le jeu de rôle et tout ça. C'est ça, c'est l'arrière-garde tradie, ouais. Mais qui va du coup favoriser certains axes politiques spécialement droitards en fait, spécialement conservateurs. Voilà, c'est ça. Parce qu'ils veulent pas fâcher le consommateur, c'est ça. C'est que la ligne qu'on dessine là et qu'on a dessinée à nombreuses reprises ce soir, et on parle de politique ce soir, donc faut dire les termes, quoi. C'est que tu as un vrai clivage dans notre hobby entre du conservatisme très fort
que ce soit en termes de système, en termes de place du meneur autour d'une table, en termes de... T'as tout un tas d'axes de discussion de notre hobby sur lesquels le clivage essentiel, c'est conservatisme, pratique à l'ancienne, garder ce que j'ai eu, nostalgique aussi, hein, tout ce qui va avec, et de l'autre côté, progressisme, remettre en question ce qui s'est passé, essayer de trouver ce qui n'allait pas pour améliorer la pratique. Donc, t'as vraiment, quitte à se casser la gueule, hein, parce que c'est aussi ça le progressisme, hein, on va expérimenter les choses, quitte à se casser la gueule, mais on essaye d'avancer et on essaye de voir ce qui a pu clocher dans la construction, dans comment on a construit les choses, quoi. À mon sens, il y a quelque chose de très pernicieux dans le paysage politique général et qui se reflète très bien dans ce que tu viens de dire et dans le paysage politique rôliste. C'est le fait que être apolitique, c'est être de droite. Voilà, pour le coup, je pense pas spécialement être en train de lancer quelques des mots qu'on sent, quoi. Ouais. Mais globalement, effectivement, il y a une approbation de la norme, en gros, et cette norme est conservatrice et normative, cette norme est archaïque en certains aspects, et du coup, il y a une grande volonté, si tu regardes dans certains groupes, de ne pas se poser la question, une grande volonté de ne pas se positionner autour de ça, et dans environ tous les cas, cette volonté de ne pas se poser la question, de ne pas s'orienter et compagnie, va être entièrement équivalente à une volonté de rester dans ces manières anciennes. Et du coup, c'est pas des gens qui vont dire, bah moi, ce que j'aime avant tout, c'est de faire seulement comme avant et tout ça. C'est plus des gens qui vont dire, bah on n'est pas là pour se prendre la tête. Donc on continue à jouer à D&D comme avant, on réfléchit bon, j'ai pas très envie d'y réfléchir. En fait, c'est un peu ça aussi. C'est la façon la plus douce d'être de droite, c'est ça, quoi. C'est d'être conservateur, on va dire. Droite-gauche, c'est toujours. Et encore une fois, on n'est pas en train de dire si vous êtes de droite, vous n'avez pas le droit de jouer au hobby. Non. Jouez avec vos potes de droite. Ah non, et arrêtez de casser les couilles. Et c'est même pas que ça, c'est expliqué. À mon sens, le plus important, c'est d'être conscient des biais dans lesquels on joue, en fait. Et j'ai absolument aucun problème avec le fait qu'il y ait des gens qui, je sais pas, prennent Vampire la Mascarade et disent waouh, la Camarilla, en fait, c'est peut-être un peu des gentils, parce qu'ils ont peut-être tout compris au fait que la méritocratie, c'est comme ça que c'est censé se passer, et qui ont du coup un regard de droite sur le jeu, et qui assument entièrement le fait que ils ont un certain goût de la tradition, un certain goût des structures de pouvoir, un certain goût de l'ancienneté, tout ce genre de choses, qui va nourrir un certain regard sur le jeu et qui va amener ça. C'est les mêmes mecs qui prennent Starship Troopers et Robocop au premier degré et qui sont là, waouh, trop cool, et qui comprennent pas le vrai message, tu vois. Aussi, à mon sens, il y a quelque chose d'un peu différent qui se joue là-dedans, dans la mesure où Starship Troopers et Robocop ont un message subversif initial. Là où, bon, je rentre un peu plus dans le détail dans le cas de Vampire la Mascarade, mais à mon sens, Vampire la Mascarade avait un message assez subversif initialement. Je pense aussi, et je pense qu'au fil des éditions, en tout cas jusqu'à la 3e édition, jusqu'à la V20 à peu près, il y a eu justement un truc très étrange qui s'est passé dans le fait que, à mesure que le monde... Ça s'appelle le marketing. À mesure que le monde a été de mieux en mieux déployé, et qu'on a commencé à dire « vous savez quoi, il y a des loups-garous, alors du coup maintenant on va vous raconter comment ils sont les loups-garous et comment ça se passe dans leur tête. » Ok, cool. Il y a aussi des mages. Ah, mais aussi, il y a des vampires qui sont des super méchants de l'espace. Ok, très bien. Et il y a aussi eux qui sont... Et genre, à force de détailler les raisons et le... Ok, on va maintenant comprendre un peu tout le monde, t'en viens à avoir un monde centriste. Et donc, qui peut avoir, effectivement, une approche de droite qui fait sens alors qu'elle faisait pas sens initialement. À mon sens, c'est ce qu'il va y avoir de différent. Et qui peut amener du coup à une sorte d'immobilisme, et qui est le pire truc qui peut arriver en JDR, où tu crées une fiction dynamique et où il faut toujours être dans le mouvement, voilà, dans l'action, quoi. Mais oui, mais complètement. Le truc, c'est donc que, l'action, c'est prendre parti, c'est choisir son camp en camarade, quoi. C'est un peu ça, quoi. C'est Et quelque part, je crois que j'aurais moins de problèmes effectivement avec le fait que les gens qui qui disent j'ai pas envie de réfléchir à ça, admettent juste qu'il y a une forme de conservatisme dans ce qu'ils amènent. C'est vrai. Que c'est ce qu'ils veulent, c'est ce dont ils ont envie, c'est ce qui favorise autour d'eux. Et du coup, typiquement, quand ils cherchent des joueurs, ils cherchent des joueurs qui sont OK avec ce niveau-là d'apathie
autour de ces enjeux. C'est ça, ouais. En fait, c'est une discussion. Là, encore une fois, on est sur enfin, moi, je trouve qu'on est dans un moment très intéressant de la discussion. On est vraiment à l'intersection du hobby et de la politique. C'est-à-dire le moment où les termes posés peuvent être les mêmes. Enfin, on a creusé jusqu'à arriver un peu à l'os, quoi, du truc, de cette discussion-là. Et t'as vraiment quelque chose, c'est le statu quo, ça n'est pas la neutralité. Et c'est vrai dans les deux, autant dans la politique, on va dire, complètement concrète, que dans le hobby dans lequel qu'on pratique. Enfin, le statu quo pourrait même être de gauche, hein, enfin, sur certains aspects, mais en tout cas, il n'est pas neutre. C'est pas parce que quelque chose Non. est la situation actuelle et que c'est de la situation majoritaire que c'est neutre. Ça marche pas comme ça. Je vais prendre un exemple tout bête, mais la réflexion de base, quand on parle par exemple de... Je vais parler en termes très larges de tout ce qui est GN Ashwin, GN en une seule soirée où on va parler de sentiments et tout ce genre de choses. C'est plutôt un panorama de gauche. Tout ce qui va être GN nordique, tout ce qui va être tout ce genre de choses, c'est plutôt un panorama politique de gauche. Et les allants de soi de ce panorama, les évidences de ce panorama sont effectivement plutôt à gauche. Ouais. Ça peut arriver. C'est pas interdit, ça s'est déjà vu et ça peut arriver aussi. Mais juste à partir de là, autant l'articuler, autant juste le poser. C'est ça. L'acceptation de penser son hobby comme quelque chose de... Encore une fois, il y a des gens neutre. Le mot politique, c'est déjà, ça les... Tu vois, je sais pas si c'est pareil dans les autres pays, mais en France, t'as une véritable allergie au mot politique, quand même. Enfin, à la fois un amour profond des Français pour la politique et en parler, machin, et à la fois pour souvent dire que c'est quelque chose... et pas que la politique politicienne, hein, je te parle du mot politique. Hein, et de ce qu'il quand tu vois l'abstention, rejet. c'est des considérations qui étaient vraies à une certaine période. Je suis pas sûr que ce soit encore le cas aujourd'hui. Tu vois, on mérite peut-être plus du tout ce type de et ben, je suis pas d'accord. Politique, diplomate. Je suis pas d'accord. T'es rempli de gens qui sont abstentionnistes et qui passent leur temps à parler de politique en fait, et à parler même des décisions, et même encore pire, à parler de politique partisane. Et justement, mais parce qu'eux n'intègrent pas ça à la politique, parce que pour eux ça fait pas partie du truc. Alors je crois que je suis pas d'accord avec toi sur ça. Je pense que c'est des gens qui se sentent désinvestis, désempouvoirés, tu vois, qui ont l'impression de plus avoir d'impact, ce qui est très différent de pas s'intéresser en fait. Je suis plutôt d'accord avec Neft sur ce côté-là. Effectivement, j'ai cette sensation aussi qu'il y a il y a probablement plus de conscience politique ambiante que ce qu'on veut bien accorder aux gens. Mais ouais, effectivement, il y a... Et en même temps, il y a une peur de se positionner, une peur d'aliéner les gens, une peur d'être extrême, une peur d'être inapproprié, parce que il y a des cadres dans lesquels ça semble mal vu ou mal poli éventuellement de se positionner autour de ça. Et c'est intéressant en soi, c'est intéressant de poser ça. Et ouais, mais pour le coup, à mon sens, il y a un truc qui est aussi intéressant autour de ça, c'est de voir que la politique, c'est un truc qui est hyper large, et même à l'intérieur de ce qui est progressisme, et même à l'intérieur de ce qui va être conservatisme, il y a plein de manières différentes d'apporter les choses, d'apporter du discours, d'apporter des éléments dans le jeu de rôle. Et je trouve ça fascinant de pouvoir le détailler comme ça, parce qu'il y a beaucoup de gens justement qui, en refusant cette discussion, se privent d'énormément de détails autour de ça. Je vais vous parler du coup d'un élément, là aussi je vous en avais un peu parlé en off, mais je trouve que c'est un cas qui est intéressant. Deux jeux qui ont un propos très proche. Ah oui. C'est le Stand-Up et Queers. Ouais. Et dans les deux cas, en fait, c'est des jeux qui se placent dans un monde contemporain. Et c'est un monde contemporain où il y a des injustices, et il y a de la violence, et c'est pas cool. Et on en souffre parce que ça craint. Ouais. Et clairement, ces injustices sont des injustices systémiques et profondes. Et c'est pas facile de les vaincre de quelque manière que ce soit. Ouais. Et le truc, c'est que d'un côté, il y a Stand-Up qui va te dire « Ok, maintenant, tu as aussi accès à un monde parallèle où tu as des super pouvoirs et tu peux tout arranger. Tu peux cogner les connards, tu peux les calmer un grand coup dans ce monde parallèle, et ça aura un effet sur la réalité, et ça va, petit à petit, rendre les choses un peu moins injustes, et tu peux améliorer ton lot comme ça. » Et de l'autre côté, tu as Queers,
qui est un jeu qui te dit ok, bah maintenant on te confie des pouvoirs, tu as la possibilité de te transformer façon Power Ranger, mais tes pouvoirs vont être centrés autour du fait de comprendre d'où vient le fait que des gens te font du mal, d'où vient la volonté des gens à te faire du mal, parce que fondamentalement, il n'y a personne qui a envie d'être un connard dans ce bas monde. Ouais. Et du coup, en les comprenant et en arrangeant la source du problème auprès d'eux, et en leur faisant comprendre en quoi ils font du mal et en quoi ils peuvent faire mieux, en quoi ils peuvent corriger leur trajectoire, en gros, tu peux faire un bisou magique et arranger le problème. Et c'est super intéressant parce qu'il n'y a pas une manière qui a objectivement tort et une manière qui a objectivement raison. C'est des discours politiques que tu vas trouver déclinés de 1000 manières dans les discussions politiques justement très animées sur Twitter comme ailleurs, et qui vont être insolvables. Il n'y a pas, encore une fois, une bonne manière de faire. C'est juste deux approches différentes à partir d'un problème central identique, c'est-à-dire nous vivons dans un monde où il y a des oppressions systémiques qui sont violentes, qui sont terribles et tout ce genre de choses-là. Et comment on fait face à ça, et quelle est la power fantasy qu'on peut avoir autour de ça? Comment on peut se donner un espace pour rêver à comment on peut arranger ça, en cassant des bouches ou en ayant tellement de compassion dans notre cœur qu'on peut tout arranger. Et c'est intéressant de voir que si on permet à un panorama politique orienté gauchiste de fleurir, il va pouvoir avoir ce genre de nuances, il va pouvoir laisser émerger ce genre de choses qui sont des explorations différentes du même problème. Et ça, à mon sens, c'est quelque chose de formidablement riche. Ça, à mon sens, c'est quelque chose d'intéressant. Et d'ailleurs, à contrario, il y a des gens qui vont avoir des explorations de droite complètement assumées, qui vont être plus ou moins atroces, et plus ou moins, on admet complètement qu'on n'a pas envie de se poser la question sur tel ou tel truc, ou des trucs comme ça. Et on a le droit, mais... Oui, oui. Mais, à mon sens, tant qu'on admet son biais quand on approche l'œuvre, telle qu'on l'écrit, telle qu'on la lit, telle qu'on la présente, telle qu'on la fait jouer... Et que c'est partagé par toutes les participantes, quoi. Voilà, c'est ça, ouais. Après, quand on en avait parlé de cette approche très différente d'un même problème, on avait vu que justement c'était quelque chose qui avait des parallèles assez évidents avec la politique, quoi. C'est-à-dire que dans les mêmes camps de pensée, des gens qui peuvent avoir les mêmes objectifs politiques, peuvent avoir des façons de vouloir les atteindre très différentes. Enfin, tu vois, t'as une tradition quand même très très claire à gauche, par exemple, entre la gauche révolutionnaire et la gauche réformiste, quoi. C'est genre un clivage qui est hyper important et qui va donc vraiment différer sur justement, en effet, cette façon d'aborder, cette façon de se poser même la question de comment on arrive à une évolution. Et là, enfin voilà, c'est à partir du moment où ces jeux posent ce genre de questions avec cette approche-là, tu peux te dire qu'ils ont une sensibilité politique qui serait de ce côté-là. Et tiens, bizarrement, on retrouve la même articulation de pensée que dans ce camp politique-là aussi. Ça montre encore une fois, je pense, l'intrication très très forte qu'il peut y avoir. Et encore une fois, le but, c'est pas de dire qu'il faut toujours penser à de la politique quand on joue, etc. Mais en fait, manifestement, il y a des intrications qui se font et c'est intéressant de les questionner, quoi. Alors, on a Fingolfin qui nous parle d'insurrection dans le chat. Non, ça ne dit rien niveau BOB, mais on se penchera là-dessus. Tu connais toi Insurrection, Ours? Insurrection, ça ne me dit rien. Là, écoute, comme ça. On ira s'enseigner et on se penchera là-dessus. On va carrément se le noter par contre. Carrément, ouais, parce que nous on est toujours avides de découvertes et de nouveaux jeux à tester et à vous montrer sur la chaîne. Donc ouais, en plus politique ça nous intéresserait beaucoup. On ira voir ça. Merci pour la recommandation. Et est-ce qu'on n'est pas doucement en train d'arriver... Ah, c'est un JDR de Melville. Bon bah alors, il faut vraiment... Ah mais c'est celui... Mais oui, c'est celui dont je te parlais et qui parle effectivement de lutte et de... Ah, on réfléchissait à le jouer ce mois-ci. En vrai. Bah, oui, en fait, je savais pas s'il était terminé, mais apparemment elle l'a pas encore terminé. Mais je pense que si on monte son Timon et qu'on fait des yeux de cocker, ça devrait pouvoir être testable. On verra. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup joué sur la chaîne ce mois-ci. On a décidé d'être plutôt dans une ambiance discussion parce que c'est un thème très particulier qu'on a choisi d'aborder quand même. Et c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup joué sur la chaîne, mais bon, sachez que déjà un des jeux qui a été évoqué ce soir arrive sur la chaîne très bientôt. On ne dira pas lequel
Mais ça arrive très très bientôt. Et puis, avoir évoqué ce mois et avoir eu les discussions qu'on a eues et les invités qu'on a eus, ça nous a permis aussi nous-mêmes de réfléchir sur le sujet. Et peut-être qu'on pourrait refaire un mois qui ressemble à celui-là plus tard, avec peut-être un peu plus de jeux, une autre articulation, une façon de réfléchir à ça, qui sera différente. Est-ce que ça serait pas le moment? Moi, je regarde l'heure. Bah, Et je me peut-être, dis, écoute. ça correspond à peu près à ce qu'on se disait Ouais, pour, ouais. pour entamer la deuxième partie. Je vois du frottage de main au-dessus de moi. Alors, est-ce qu'on a récupéré Ulver parce que elle s'était Oui, absente? oui, oui. Elle est là, Ouais. formidable. Voilà. Et donc, On se demandait qu'est-ce si qui va se c'était l'heure passer? d'enchaîner. On a arrêté de manière un peu brutale. Est-ce qu'on conclut quand même en 2-3 phrases ou qu'est-ce que... Oh, est-ce qu'on a, J'ai est-ce la qu'on a vraiment sensation que besoin? j'ai la sensation qu'on avait un mot de la fin qui était plutôt pas mal en ceci Très bien. que assumer ses biais est quelque chose d'important. Ouais. Ne pas choisir, ne pas se poser la question, c'est favoriser quand même certaines pratiques, Ouais. même si on s'en rend pas compte, même si on l'articule pas. Ouais. Et le plus souvent, ce statu quo, et notamment autour de la pratique du jeu de rôle sur table au sens plus large, est un statu quo conservateur qui est par ailleurs du coup quelque chose de très vertical, l'autorité du MJ, être globalement la quantité de jeux qui te proposent de jouer à peu de choses près un flic, tout ce genre de choses. Ouais. Il y a plein d'allants de soi dans le jeu de rôle qui sont plutôt conservateurs, donc ne pas se poser la question, c'est très souvent penché à droite. Ouais. Bah, on en revenait justement au marteau qui a l'impression de voir des clous partout, effectivement. Mais Ouais. pour une conclusion peut-être un peu plus optimiste, on va dire, heureusement qu'à l'époque où on vit quand même, il y a plein de propositions alternatives qui nous permettent de faire autre chose, et on va saluer ça, et c'est ce qu'on essaie de mettre en lumière Ouais. sur la chaîne avec nos modestes mimines. Mais on vous a parlé de Quest, on vous a parlé de Spire, on vous a parlé de plein de choses, on vous mettra les liens dans la VO. Bah allez, là on vient Discord. d'évoquer Melville, mais les jeux de Melville Oui, bah oui, sont on quand a même déjà- teintés on le redit. de la merveilleuse personne qu'elle est. ça. Et donc en fait, il y a plein de moyens de trouver. Et je pense que si vous suivez la chaîne, alors il n'y a pas que des gens qui suivent la chaîne forcément ce soir, mais ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps savent que en cherchant un peu dans nous ce qu'on a essayé de proposer sur la chaîne, on trouve quand même beaucoup de propositions qui sont teintées aussi de qui on est. Et donc qui sont un peu, on va dire, alternatives, et c'est pour ça aussi qu'on joue C'est ça. à beaucoup de jeux indés, et que quand on prend des jeux un peu plus Et- mainstream, on essaye de les twister un peu. Aussi. Voilà. Mais voilà, enfin, on vient de l'horreur à la base parce que c'est ce qui nous a réunis au tout départ. Mais voilà, Alors, toute la vague de jeux l'horreur- wholesome qu'on a depuis des Ouais. années. Oui, mais après, dans l'horreur, qui plus est, t'as aussi encore plein de teintes politiques dans C'est ce ça, qu'est mais dans ce que sont les œuvres vaguement d'horreur. Hein. tuluisante avec MJ. Oui, Et en fait, voilà. depuis, on s'est émancipé de ça parce que voilà, l'herbe existe aussi ailleurs. Elle est pas forcément plus verte, mais elle a un goût différent. C'est sympa à essayer. C'est un canard, il mange de l'herbe. L'horreur est un genre que je trouve super intéressant sur tout ce qui est discussion politique, Ouais, dans la mesure où si tu vois d'où ça vient, il y a énormément de subversion, il y a énormément d'expressions d'angoisse ambiante, tout ce genre de trucs, c'est ça. qui peuvent Bah, être des fois hyper droitards et hyper Ouais, ouais. antisémites et hyper atroces et tout ça. Mhm. Et à côté de ça, t'as aussi beaucoup de gens qui réclament l'horreur pour en faire une expression plus progressiste aussi. Oui, voilà, bah, Le- l'exemple classique, c'est Romero et les zombies, quoi. C'est Bien que sûr, c'est je que c'est pense un à Jordan propos. Peele aussi. Oui, voilà. Jordan Ah bah, Peele, j'allais en parler, Jordan ouais, Peele, alors. toute la vague, archi- tout à fait. Tout à fait. Et voilà, mais c'est un très bon moyen d'exprimer des envies progressistes et d'exprimer des biais de la société qui sont affreux, quoi, en les remettant sous d'autres traits et en permettant de se questionner dessus. Que ça soit, comment dire, quelque chose de pas forcément. On parlait tout à l'heure de pas toujours être subtil. Ça peut être en étant pas du tout subtil et en mettant directement un problème, en l'exacerbant au point qu'il en devienne horrifique. Ou des fois, ça peut être beaucoup plus subtil, au contraire, en posant le même problème, en gardant cette idée dans la construction du récit, mais en la camouflant, disons, en la réécrivant de beaucoup plus loin, et puis en laissant beaucoup plus de place à la réflexion. Mais en tout cas, c'est un genre qui est très très riche pour la critique en général, en fait, la critique. En tout cas, ouais, tout ce qui est réflexion sur le genre littéraire artistique, pour le coup, il y a des trucs qui sont super intéressants de ce côté-là à creuser sur le plan politique. Et c'est intéressant, voilà, de voir comment on construit nos fictions, comment on questionne nos fictions, qu'est-ce qu'on met d'évidence et quelles évidences on casse quand on les met en place.
Et c'est fascinant, c'est absolument fascinant à voir parce que à partir du moment où tu commences à creuser ça, à partir du moment où tu commences à te prendre la tête sur des trucs qui sont censés être au départ juste du divertissement et justement ne pas inclure de prise de tête, tu peux toucher une richesse que je trouve vraiment très très forte. Et s'il faut effectivement partir sur un mot de la fin positif, pour moi ça va être ça, c'est le fait que se prendre la tête autour de ce qu'implique la politique dans nos loisirs, c'est effectivement de la prise de tête, c'est effectivement compliquer les choses là où il n'y avait pas forcément besoin pour que les gens s'amusent, mais ça nous permet aussi d'avoir une finesse d'analyse et une profondeur d'exploration du sujet qui est juste formidable. Ouais. Et puis ça a l'air d'être fastidieux un petit peu, mais c'est vraiment un gain de temps pour ensuite toute la pratique du jeu et vraiment voilà, s'éviter des désagréments futurs, mettre les choses au calme. Après, C'est un contrat social, on l'a déjà dit de toute façon, donc c'est important, mais on le rappelle. C'est surtout si possible arriver à être. Enfin, je trouve ça important d'être aussi en adéquation avec ta pratique, tu vois. C'est-à-dire d'accepter que ça peut être un effort, comme dans la vie, ça peut être un effort d'être la personne que tu as envie d'être. Enfin, tu vois, les questionnements, c'est pas toujours agréable, et pourtant, on en a. Et puis surtout, c'est jamais figé. C'est jamais figé. Voilà, c'est c'est ça. toute ta vie, t'es en questionnement, t'es en évolution, et tu vas remettre en question. Ouais, mais c'est plus facile si tu l'acceptes que si tu l'acceptes pas, parce qu'en effet, c'est naturel, c'est un peu toujours un peu un mot qui pose des problèmes. Donc, c'est un parcours assez classique d'évoluer. Évidemment, on change d'idée. Voilà, la sagesse populaire n'est pas toujours bonne à convoquer, mais il y a que les cons qui changent pas d'avis. Qui est un peu une façon, comme personne n'a envie d'être con, donc tout le monde a le droit de changer d'avis. C'est un peu ça ce qui se cache derrière, tu vois. On évolue, mais il y a une question de est-ce que tu es réconcilié avec le fait que tu dois évoluer, que tu dois changer ou pas. Moi, par exemple, ça m'arrive des fois sur certaines questions de société de me dire ok, je vois que je suis en décalage, par exemple, avec des gens que j'apprécie, qui sont progressistes, qui voient quelque chose. Et moi, sur ce point-là, je suis conservateur. Enfin, j'ai pas le truc, je comprends pas. Mais plutôt que de le voir maintenant, ce que je pouvais faire plus jeune en me disant ok, ils ont rien compris, je vais défendre mon point de vue de bec et ongle, et puis de toute façon, voilà, c'est pas bon, quoi. Maintenant, j'ai tendance à me dire ok, je suis un vieux con sur ce sujet-là, mais ça va mettre un peu de temps. Mais par contre, je vais me donner les outils, je vais me questionner sur ce sujet-là, parce que c'est bizarre quand même que je sois autant en décalage, que je sois pas Et du coup, je suis réconcilié avec l'idée que je vais évoluer, tu vois. Notamment parce que je me rappelle du mois de 17 ans, qui était quelqu'un qui avait intégré et qui avait qui avait tout un tas de biais qui lui paraissaient des évidences, et qui du coup voilà, je veux dire, à 17 ans, moi j'étais clairement homophobe, tu vois, vraiment, vraiment. Enfin, j'étais pas à poursuivre les gens et les frapper, mais ça m'empêche. Tu vois ce que je veux dire, c'est des fois c'est la caricature. Ah bah je suis pas homophobe, si je suis pas activement homophobe, tu vois. Et moi j'étais là, bah si en fait. C'est chouette de voir que t'as fait du chemin là-dessus en fait. Bah ouais, c'est voilà. Et du coup je suis hyper réconcilié avec ça, l'idée que je suis en évolution, il y a plein de réflexions qu'il faut avoir, et que en fait changer d'avis c'est surtout pas une honte, et deux, un problème, quoi, qui voudrait que tu sois en fait un être parfait, et que du coup si on veut te faire évoluer, tu dois y résister, quoi. Non, faut être ouvert, ce qui veut pas dire qu'il faut être ouvert avec une réflexion, avec des éléments pour étayer, avec une recherche, mais c'est archi important, quoi. Alors j'ai encore le mauvais rôle, mais on se dirige tout droit vers un tunnel, les amis. Et oui, on avait proposé de glisser ailleurs, alors que effectivement on aurait pu glissons. se laisser endormir par ce doux flot de paroles. Mais il va falloir faire une transition, mais c'est hyper intéressant. Tu disais Neft, mine de rien, je suis désolé de te couper, mais... Ah non, mais moi je suis très content qu'on... Mais en fait, ce qui est assez drôle, c'est de finir sur ce parallèle, à savoir de dire le milieu, le hobby, doit pouvoir se regarder dans le miroir et se questionner comme nous ou comme toi, tu peux te questionner personnellement dans ta pratique ou dans ta façon d'être, d'agir avec les autres, etc. C'est sain, quoi. Sans faire cette analyse-là, le hobby court le risque
comme des gens qui ne se remettent pas en question, tourner en vase clos et s'asphyxier avec leur propre paix. Ouais, alors tu vois, exactement. ça c'est une crainte que j'ai pas du tout. Encore une fois, moi je suis plutôt de l'avis que, ben, comme on le disait tout à l'heure, en fait, les créations artistiques sont le reflet de leur époque et de leur temps. Et qu'au bout d'un moment, bah, les dinosaures ils s'éteignent, et puis la nouvelle génération, peu à peu, bah, elle est plus nombreuse, et puis elle est active, et puis c'est elle qui a les commandes. Et puis là, on voit que les geeks déjà ont obtenu un pouvoir déjà financier, enfin un pouvoir d'achat. C'est aujourd'hui eux qui dirigent toute la fiction, alors Ouais. que pendant longtemps ils étaient marginalisés. Bah, Ce voilà, qui crée aussi des gros problèmes. Le fait que... Évidemment, évidemment, parce que t'as des gens qui sont engouffrés en disant pognon, pognon, mais du coup ils le font pas pour les Mais bonnes même raisons. pas que et ça, quelque part, c'est qu'en fait le milieu geek, enfin là on va très vite, on fait des généralités, mais avait Nel, aussi des, ouais. avait aussi des J'arrête. problèmes Stop. internes, Pardon, notamment une sociologie très spécifique qui crée d'autres problèmes, notamment dans la représentation, parce qu'en fait finalement dans le milieu geek qui accède au pouvoir, c'est aussi ça qui crée certains problèmes dans les crises de la représentation, c'est qu'en fait t'as un milieu geek qui a été habitué à vivre en vase clos pendant un long moment, donc à avoir ses propres représentations, qui étaient des représentations très stéréotypées aussi, et qu'en fait finalement c'est pas si facile. Voilà. Hop là, Eh bien, le moi, tunnel a j'ai été choisi de expédié. J'ai choisi de vivre dans un monde où le verre est à moitié plein et où je me réjouis de voir plus d'inclusivité à la fois dans les équipes qui font les œuvres. Et je pense que le chemin est long, mais nous sommes sur le bon, j'espère, je croise les doigts, je touche du bois. Et Espérons nous bien. sommes toujours vivants. Oui, C'est ce et que nous je sommes suis en train de sur- penser. Il n'y a pas de chandelle. Bon, et si on passait à la récré? Parce que là, on a prévu un gros Ouais. défouloir, on était à peu près sérieux jusqu'à maintenant. Alors là, plus rien ne va. Cacher les gosses, voilà, Bon, ils sont couchés à cette heure-ci. je cautionne à moitié.